on a eu une proposition de rachat de la boîte, ça devait être 30 millions d'euros. Quand même, on était jeunes, tu t'arrêtes pas à 40 ans. Non, mais bien sûr. À 40 ans, Oui. tu t'arrêtes pas, ou alors t'as rien compris à la vie. Je disais à ma femme, quand ça allait mal sur les boîtes, je disais, tiens, on va peut-être dormir à H&M, j'espère que t'es pas avec moi pour l'argent. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité, mais l'autorité stupide. Vous êtes monté à combien de chiffre d'affaires non Je crois qu'on est monté à 8 millions de chiffres en 3 ans. On en parle un peu plus maintenant des médecins entrepreneurs. C'était tabou à l'époque. Et puis je crois que c'est revendu à la fin, ça a dû se revendre 18 millions. Moi, je me suis fait avoir déjà une fois sur l'élevé de fonds, les machins, etc. J'ai dit, on lève pas de fonds. L'entrepreneur, c'est ça. Lui, il ne dira pas, non, mais moi, à 20h, j'arrête. Il faut que j'aille faire mon aquaponie. Quand on parle de la chirurgie et l'entrepreneuriat, la chirurgie, tu sauves un homme à chaque fois. Tu t'améliores une vie. Un entrepreneur, t'améliores un système, t'améliores des centaines de vies. Bonjour Vincent. Bonjour Yacine. Je suis très content de faire ce 3e épisode de LNBiz avec toi, parce que tu as un parcours qui est très atypique. Donc on aura l'occasion d'en discuter un peu. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, parce qu'on s'est rencontrés dans une table de déjeuner. Oui, effectivement. Tu es le père d'un ami à moi, on ne se connaissait pas du tout. Et quand on s'est rencontrés, on s'est regardé, on s'est dit, bon allez, je pense qu'on a un super épisode de podcast à faire ensemble. Tentons l'expérience, effectivement. Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, on va parler... alors, toi, de ton côté, tu es chirurgien à la base, multi-entrepreneur. Et donc, pendant cet épisode, on va parler de ton parcours, des différentes entreprises que tu as montées, malgré le fait que quand on est chirurgien, on n'a pas le droit d'avoir un rôle opérationnel Voilà, dans une entreprise. effectivement. Et puis on va parler de ces expériences-là et de comment tu as fait pour en arriver là. Super, ça marche. Écoute, je veux bien que tu commences par te présenter. Alors donc, comme tu as dit, je suis Vincent Frering, je suis chirurgien digestif, et puis je me suis spécialisé dans la chirurgie dite de l'obésité, chirurgie bariatrique. En fait, j'ai tout le temps vécu avec des opportunités. On ne parlait pas du tout de chirurgie. À l'époque, on disait non, tu ne vas pas opérer des gros, tu vas pas. Et en fait, Okay. je me suis rendu compte que c'était une vraie maladie, que c'était une vraie souffrance. Et donc, je me suis orienté vers la chirurgie de l'obésité. Donc, je suis allé me former en Belgique, où j'ai appris à faire à poser des anneaux gastriques. Et puis, je suis revenu en France et on était très peu, on était décriés tout le temps de faire cette chirurgie. Un chirurgien digestif, ça devait faire du foie, de l'œsophage, des choses prestigieuses, du cancer, mais surtout pas opérer des gens en obésité. Et puis finalement, c'est les patients qui m'ont amené à cette chirurgie, parce que au début, je pensais que, comme mes maîtres, je pensais que non, c'est une chirurgie qu'on faisait ça pour des gens qui se négligeaient. Et en fait, ils m'ont fait comprendre, les patients, qu'au contraire, ça leur rendait énormément service. Et c'est là où je me suis plus intéressé à cette chirurgie. Donc voilà pour ce qui est du côté chirurgien. Et comment je suis venu à la chirurgie? La chirurgie, j'ai voulu faire plusieurs métiers. Je voulais être chef de cuisine, je voulais être après ingénieur du son. Je voulais, voilà. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, comme souvent quand on arrive à 18 ans. Donc, j'ai été refoulé de classe prépa. Pour moi, je voulais me faire une classe prépa, puis ingénieur. J'ai été refoulé. J'ai voulu rentrer dans des écoles hôtelières. Financièrement, c'était très, très élevé. Donc, je ne pouvais pas. Et puis finalement, c'est une prof de physique. Je lui ai dit, et médecine, parce que j'envisageais la chirurgie, parce qu'il y avait un côté manuel, pratique, et un côté intellectuel, où on apprenait. Donc, elle m'a dit, oui, pourquoi pas médecine, vous ferez un bon médecin. Et c'est là que je suis rentré en médecine. Première année, j'ai eu un gros accident de moto. Et puis après, je suis rentré la première année. Là, ça a filé tout droit. J'étais tout le temps soit major, soit deuxième. Donc après, ça filait bien. Ok. Voilà. Et
tu as l'air un peu rebelle C'est un dans ta peu façon ça. de, Mm. dans ta façon de parler et de comment tu arrivais à la chirurgie Ouais. d'obésité. Mm. Mais tu disais que c'était mal vu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en France, c'était pas considéré comme une maladie, comme ça l'est aujourd'hui. Voilà, exactement. Ok. Oui, c'était pas du tout. Alors, il y a deux choses. Le côté rebelle, toujours eu du mal avec l'autorité, mais l'autorité stupide. J'aime bien réfléchir à côté du cadre. Et ça, c'est mal vu à l'école, c'est mal vu au lycée. En fac, ça pouvait être. Enfin, dans les services hospitaliers, ça pouvait être mal vu. C'est vrai que c'était difficile, mais bon, j'ai réussi à faire mon chemin. Et la chirurgie de l'obésité, à l'époque, effectivement, il fallait réfléchir à côté du cadre. Il fallait pas être dans cette la ligne droite qu'on vous trace quand vous êtes chirurgien digestif. Et donc ça m'a bien servi, effectivement. Mais réfléchir à côté du cadre, tout en continuant quand même d'écouter. Et je t'assure que c'est les patients qui m'ont amené sur cette voie parce que j'ai vu qu'on leur rendait vraiment service. Quand tu opères un cancer qui est vraiment à la fin, oui, tu l'opères, tu rends service, mais souvent 2 ou 3 mois après, c'est fini. Tu opères quelqu'un de jeune qui a un problème d'obésité, il va revivre, il va pouvoir avoir des enfants, il va pouvoir trouver un travail, il va pouvoir... Donc là, vraiment, tu lui rends service pour 10, 15, 20 ans. Et maintenant, effectivement, l'obésité est mieux considérée vraiment comme une maladie et elle est prise en considération comme telle. Voilà. Ok. Et tu étais l'un des premiers en France? Oui, oui, Ok. on a fondé la Société de chirurgie de l'obésité et moi j'étais en plus le plus jeune et donc il y avait quelques anciens et je me souviens encore de cette photo qu'on avait fait à Paris où on avait fondé cette société. Mais oui, effectivement, j'étais dans les premiers. Oui. Ok. C'était la Société des anneaux gastriques? Non, Société de chirurgie de l'obésité. Ok. Ça, Ok, c'est ok. une Ah oui, société ok. scientifique, pardon. Société scientifique, pas une société D'accord, ok. comme l'entend un entrepreneur. Ok. Là, on va y venir aux sociétés Ok, ok, oui. qui ont été fondées, effectivement. Ok. Vas-y. Et comment tu as vécu 10 ans ou 15 ans de médecine, c'est ça, d'études, Ouais. en voulant faire hors du cadre? Comment tu as Alors, surmonté études de médecine, non, tu files droit, tu apprends, tu ingurgites. Il y a une phrase qui est célèbre, c'est quand on te demande d'apprendre l'annuaire, l'ingénieur, il va te demander pourquoi, l'étudiant en médecine va dire pour quand. Et effectivement, Ok. les 6 années de médecine, t'ingurgites, t'ingurgites. Après, quand tu es interne, donc tu passes un concours qui est plutôt difficile et tu deviens interne en chirurgie ou interne quelle que soit la spécialité, si tu veux faire une spécialité, il faut que tu passes l'internat. Et là, après, tu es dans des services hospitaliers et tu passes de service en service et là, tu te spécialises. Là, ça devenait un peu plus difficile d'être... parce que la voie royale, c'était d'être professeur, d'être nommé professeur. Et là, une fois de plus, je crois que je n'étais pas dans le cadre. Je n'avais pas envie de faire comme, tout le temps comme il me disait. Et j'ai eu un patron qui m'a aidé, qui m'a dit intéresse-toi un peu à cette chirurgie, à l'obésité, regarde. Et effectivement, là, après, ça a déroulé. Et j'ai voulu le faire à l'hôpital, mais l'hôpital public, comme c'est des directeurs qui dirigent les activités à l'hôpital, sont des administratifs. Et je leur avais dit, il faudrait qu'on développe cette chirurgie, mais il dit pas question, eux ils sont dans des tableurs Excel. Il m'avait dit, bon allez, on vous autorise à en opérer 10 si vous voulez par an. Je leur ai dit, mais non, à Lyon, on est un des plus grands CHU, il faut qu'on en opère au moins 100, et encore j'étais en dessous. Et ils m'ont dit, non, non, 20, pas plus. Et c'était pas possible de rester à l'hôpital avec un projet de développer une activité chirurgicale comme celle-ci avec des administratifs qui bloquaient. Donc la seule solution, c'était après d'aller dans le libéral. Et c'est là après où je suis allé m'installer dans le privé, où on est encore un peu plus libre quand même de développer les chirurgies qu'on veut. Quoique c'est en train de changer avec les grands groupes financiers, mais bon, on gardait quand même un peu de liberté pour développer des nouvelles choses. Ok. Mais pas assez de liberté pour avoir un mandat social dans une société. Alors, C'est c'est fou pour exactement des ça. médecins. Quand on est médecin, on peut pas. On peut créer une entreprise, avoir des idées, être actionnaire. Il faut pas recevoir on ne peut pas s'acheter nous-mêmes notre produit, ça c'est interdit. Mais on peut créer une entreprise. Donc, à chaque fois, la problématique, c'était de trouver qui pourrait, quand j'avais une idée, qui pourrait gérer cette entreprise, être dans l'opérationnel, et moi rester dans les comités derrière qui vont piloter ces entreprises et puis injecter de l'argent, faire toutes ces choses-là.
Donc, si on prend l'histoire du début, les anneaux gastriques, à l'époque, on faisait beaucoup d'anneaux gastriques. Il y avait deux grandes sociétés américaines qui vendaient des anneaux gastriques et je ne les Donc, trouvais juste pas pour expliquer, nickel. excuse-moi, les anneaux Ah ouais, alors gastriques. les anneaux gastriques, c'est une prothèse que l'on met autour de l'estomac et qui fait que les aliments passent plus lentement et ça permet de perdre du poids. Donc c'est une technique qui marche bien, qui se fait moins parce que ça demande de suivre les gens, ça demande une grosse infrastructure derrière que les centres ne veulent pas toujours développer. Il y a deux techniques maintenant où on coupe l'estomac et puis l'intervention est finie et donc les chirurgiens souvent préfèrent ça. Ok. Alors que l'anneau gastrique, moi je trouve que c'était encore bien chez des jeunes parce qu'on leur coupe pas l'estomac, on leur met un anneau, ça leur permet de maigrir. S'ils perdent du poids pendant 10, 15, 20 ans, c'est parfait. Si l'obésité revient, c'est pas l'anneau qui marche plus, c'est le MADI qui revient. Ben, on a encore d'autres interventions derrière, la sleeve, on peut à ce moment-là couper l'estomac. On garde quand même plusieurs armes pour traiter cette maladie qui est une maladie à vie. On ne sait pas la guérir pour l'instant. Donc, ces anneaux gastriques, il y avait deux grandes compagnies américaines qui avaient ces anneaux. Et j'étais allé les voir pour leur dire, mais il vaudrait mieux qu'ils soient comme ça. Ah oui, il vaudrait mieux comme ça. Et en fait, ces grandes compagnies n'écoutent pas un chirurgien comme ça, ou alors il faut que ça soit ce qu'on appelle un KOL, quoi, un Key Opinion Leader. Et à ce moment-là, oui, ils vous écoutent. Mais un petit jeune qui débarque, non, on l'écoute pas. Donc je me suis dit, bon, moi, j'aurais vraiment quand même un anneau d'une certaine façon. Et donc j'ai fait connaissance de deux amis. Et je leur ai parlé de ce projet. Il y en avait un qui était dentiste et qui, lui, a été obligé d'arrêter parce que pour être dans l'opérationnel, il avait un ordre des dentistes aussi. Ok. Donc, lui a arrêté. Il a monté, il était PDG de cette société. Et à côté, j'avais un autre ami qui était, lui, expert comptable, qui, lui, ne pouvait pas être dans l'opérationnel parce qu'il avait un ordre aussi. Donc, Ok. voilà. Donc là, c'est vraiment Donc, le début, la c'est le genèse. tout début de la première entreprise. Voilà, ça c'est le chapitre 1 et du coup, bah, je pense que c'est un peu pareil que ce que tu as fait avec les autres quand tu t'en dis que tu peux pas faire opérer 100 personnes, tu peux en faire opérer 10, tu es parti. Bah, du Oui, coup, là, les autres, ils t'ont dit, au fait, nous, on veut pas modifier. Du coup, bah, tu le fais toi-même et tu as décidé de c'est monter la boîte. exactement Ok. ça. Voilà, les deux Américains ne voulaient pas modifier l'anneau. J'ai dit, bah, c'est pas un problème. On va créer une société. Alors, c'était quand même plus facile en 2000 parce qu'il n'y avait pas toutes ces normes que l'on trouve actuellement. Là, actuellement, on fait des concours d'intelligence sur les normes. Alors, vous avez les normes européennes, mais en plus, en France, on va rajouter encore des normes. Et c'était quand même beaucoup plus facile de monter une nouvelle société, un nouveau produit. Donc, il fallait obtenir le marquage CE. Donc, on a obtenu le marquage CE, mais après, on pouvait dérouler la vente. Maintenant, il faut des normes pas possibles pour pouvoir vendre un nouveau dispositif médical. Donc, on est allé trouver une société qui était à Besançon, qui fabriquait du silicone. On leur a monté, on a dessiné le moule, on a payé notre moule avec nos petits sous. Et puis, on a commencé. Et donc, l'anneau était bien. On n'a pas fait d'erreur, heureusement, sur le moule, parce qu'un moule, si vous faites une erreur qui n'est pas bien, là, après, il faut rechanger tout. Donc, et donc moi je faisais des communications sur ce type d'anneau. Et puis il y a des différents chirurgiens que je connaissais qui l'ont essayé et qui ont trouvé ça super, cet anneau, parce qu'il était plus souple, il écoutait vraiment les doléances d'un chirurgien de terrain. Et donc mon ami, lui, donc le dentiste, lui a monté vraiment, est allé faire le commercial, vendre. Ok. On avait trouvé un agent pour l'étranger qui a vendu dans beaucoup de pays. Et puis le troisième associé, l'expert comptable, qui lui nous apprenait à compter, nous apprenait à investir, à machin. Au début, il nous disait il faut faire de la croissance externe, il faut faire on avait un peu peur, quoi, parce qu'on connaissait. C'était vraiment une vraie C'est aventure. expérience entrepreneuriale. Ah oui, complètement. Oui, Enfin, tout à vous fait. êtes déjà entrepreneur un peu en étant indépendant et en étant libéral Oui, tout à fait. Oui. en dehors. Oui. Mais là, c'est pas la même chose parce que là, tu dois Ouais. recruter, tu dois investir de l'argent. C'est pas juste avoir un cabinet et des patients qui Oui, viennent. c'est ça, Donc, exactement. ok. Il faut investir, il y a des notions comme le
le BFR, le besoin en fonds de roulement, franchement, nous, on ne le faisait pas, on le faisait intuitivement, c'est-à-dire qu'on commandait 500 anneaux parce qu'on n'avait pas plus d'argent, et puis on les revendait, on recommandait un petit peu quand ça arrivait, mais à aucun moment on avait une vue globale de gérer des stocks, de gérer des choses comme ça. Petit à petit, on a appris, on n'a pas fait de grosse erreur. Alors l'avantage, c'est que ça fonctionnait très bien. C'était vraiment, il y avait des bonnes marges. Le dispositif médical a des bonnes marges. L'industrie pharmaceutique a des bonnes marges. On en a besoin, ils en ont besoin. Hein, c'est pas un discours. Je ne dis pas qu'il faut leur réduire leur marge, mais ils en ont besoin pour la recherche. On en a besoin. Et la société s'appelle Medical Innovation Développement. Et la philosophie de cette société, c'était de prendre tout ce qu'elle récupérait en résultat et de le réinvestir dans d'autres projets. Et donc, alors c'est là qu'on a commencé à perdre de l'argent. Parce on aurait très bien pu rester là-dessus, puis gagner beaucoup. Mais non, on écoutait les projets des chirurgiens. Quand il y avait un chirurgien qui nous disait j'aimerais bien un truc comme ça, et un dispositif comme ça, il y en a un, il nous dit on aimerait bien un anneau qui resserre les vaisseaux. Et en fait, c'était un caprice d'un chirurgien hospitalier qui a dit un anneau qui resserre les vaisseaux, ça serait bien. On a investi, je ne te dis pas combien on a mis dedans, pour que ça n'aboutisse à rien derrière, quoi. Donc voilà. Donc ce que l'on peut comprendre dans ces choses-là, c'est qu'il faut vraiment des gens qui soient motivés, intéressés par le produit. Pas quelqu'un qui dit ça serait bien qu'on fasse ça, en se disant l'industrie peut toujours payer, puis ça marche bien, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Nous, on avait à la fois cette vision entrepreneuriale où c'était nos sous qu'on mettait là-dedans. Il fallait qu'on analyse quand même qu'est-ce qu'on allait faire comme nouveau produit. Est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent, au moins rentrer dans nos sous, ou est-ce qu'on allait perdre carrément. Donc voilà. Ok, parce que le but d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Ah, on est bien Après, d'accord. peut-être que vous, de votre côté, c'était peut-être... parce que c'est ce que tu disais, tu as voulu faire mieux que ce qu'il y avait sur le marché pour tes patients, parce qu'en fait, c'est eux qui te le demandaient et tu as vu qu'il y avait un besoin. Donc, c'était peut-être pour juste proposer quelque chose de mieux et de peut-être mieux soigner en fait, tes patients. Oui. Et tu connaissais d'autres chirurgiens qui font aussi la même chose, ou d'autres médecins qui font la même chose? Alors, on en parle un peu plus maintenant des médecins entrepreneurs qui osent entreprendre. C'était tabou à l'époque. Tu étais chirurgien, tu n'avais pas à monter une entreprise, c'était mal. Et en plus, on n'a pas besoin. Vous êtes non, bien, ils sont bien. Il n'y en avait pas besoin. Moi, maintenant, on est moins bien. C'est moins large que les revenus qu'il y avait il y a 30 ans. Okay. Mais les revenus chirurgiens ont beaucoup baissé. C'est la même cotation que depuis 1990. Depuis 30 ans, les tarifs n'ont pas augmenté. Donc, il y a 30 ans, on était bien. Maintenant, on est un peu plus serré. Bref, entreprise, oui, ça fonctionne bien. Donc, il y a effectivement des médecins, des chirurgiens qui montaient ou alors qui prenaient, qui inventaient une prothèse ou un truc comme ça, et puis sur lequel il y avait des royalties. Mais de là à créer de toutes pièces une entreprise, c'est un exercice qui est quand même assez difficile parce que justement, il faut bien faire attention d'être dans les clous vis-à-vis de l'ordre, vis-à-vis du droit. Donc, trouver quelqu'un avec qui on va bien s'entendre, qui fera l'opérationnel, qui acceptera que on dise non, il faut plutôt le produit le faire comme ça, plutôt comme ça, etc. Donc on avait souvent des discussions régulièrement pour les évolutions des produits. Mais maintenant, je pense qu'effectivement, il faut laisser les chirurgiens qui veulent créer une entreprise, les médecins qui veulent créer une entreprise, il faut les laisser faire, quoi. Faut qu'ils puissent, faut plus qu'il y ait de tabou là-dessus, parce que souvent une entreprise. Une petite entreprise, elle est vraiment au contact du besoin du patient, du besoin du praticien, du besoin du médecin, du chirurgien. Et elle va vraiment voir, si on reprend l'exemple de ces entreprises américaines, elles sont déconnectées du véritable besoin. Alors que là, nous, on était connectés. C'était l'idée de cette première société, c'était de rester connectés avec des médecins, des chirurgiens, leur proposer, dans la mesure de nos moyens, de pouvoir développer un nouveau produit et puis voir comment ça a évolué. Donc, voilà. Mais tout en restant au contact du patient, du médecin. Ok. Parce que toi, entre-temps, tu avais toujours ton activité de chirurgien. Donc, en fait, tu étais... J'avais un centre, effectivement. J'ai monté ce qui est devenu le plus gros centre de traitement d'obésité en France,
plus que maintenant. Maintenant, il y a 6 chirurgiens, mais à l'époque, on opérait. Mais ça ne veut pas dire que opérer, il fallait les suivre derrière. Donc, il fallait organiser la préparation, le suivi. Donc, il fallait avoir des médecins nutritionnistes, des diététiciennes, des psychologues, tout ça dans le centre. Et on avait à peu près 1000 nouveaux patients opérés par an dans ce centre. Donc, il fallait structurer tout l'ensemble, structurer les nutritionnistes, les diététiciennes. Ça, c'est une autre entreprise entrepreneuriale parce que c'est des gens avec qui vous avez des relations d'égal à égal, parce que c'est des confrères. Donc, il faut gérer comme ça avec eux, avec des relations confraternelles. Ça ne peut pas être des relations hiérarchiques où vous avez un cadre, vous lui dites, tu me développes tout ce côté marketing là-dedans. Non, là, vous avez des relations confraternelles. Donc, il faut essayer de faire adhérer un peu les gens au projet. Donc, à côté, en même temps, je menais cette activité de chirurgie qui était quand même une grande partie de ma vie, puisque après, je suis allé... je me suis investi beaucoup dans la Société française de chirurgie de l'obésité, où là, j'ai été président pendant 2 ans. J'avais organisé le congrès national à Lyon. Voilà, donc je m'investissais beaucoup quand même dans cette chirurgie, dans cette maladie qui m'a toujours passionné maintenant, depuis le début. Ok. Et tu trouvais quand même le temps pour cette boîte d'anneaux parce que c'était quoi ton... Ouais, ok. Voilà. Ouais, donc en fait, tu n'avais pas de vie. C'était le soir, c'était le week-end. J'avais une vie quand même. J'ai élevé 3 enfants. T'en connais un. Il t'a jamais dit qu'il a été malheureux? Pas du Non. tout. Bon. C'est vrai que on pourrait passer plus de temps avec. On pourrait. En revanche, quand j'étais avec eux, j'étais vraiment avec eux. Et j'étais très attentif à ce que ça se passe bien pour eux. Voilà, c'était vraiment... non, j'étais présent, mais j'avais donc la chirurgie. Je commençais le matin à 7h, mais en général, j'étais levé vers 5h30, où là, je faisais un peu les papiers et choses comme ça. 7h, le bloc ou 8h, la consultation. Et puis après, vers 17h, c'était fini. À peu près, et là il me restait encore du temps pour vraiment s'occuper de ça. Et j'ai eu un associé à l'époque qui était très bien, qui gérait très très bien cette boîte. Sur l'opérationnel, il était super, quoi. Il a vraiment bien développé cette société. Ok. Et vous êtes monté à combien de chiffre d'affaires Je crois qu'on est monté à 8 millions de chiffres. Ok. 8 millions. Non, au moment où ça fonctionnait bien, là, il aurait fallu... les étudiants d'école de commerce me pardonneront, mais à l'époque, on pensait que ça servait à rien, une école de commerce. Okay. Et franchement, j'ai fait un master à l'EM Lyon il y a 4 ans pour voir quand même, parce que tu peux pas dire sans cesse. J'ai compris mon erreur. Effectivement, si on avait fait une école de commerce à l'époque, on aurait quand même compris beaucoup de choses. On aurait pu développer. Ah, je pense oui. Ah oui, il y a des... Ils vous donnent des outils dans les écoles de commerce, vous les prenez pas, mais ils vous donnent vraiment de très bons outils pour développer encore plus, quoi. On aurait pu faire de la croissance externe, on aurait pu avoir une vision beaucoup plus fine de nos résultats, du CAPEX, de toutes ces choses-là. Ça, c'est au doigt mouillé. Hein. Ah oui, mais parce qu'il y avait quand même un expert comptable en associé. Oui, mais un expert comptable, l'expert comptable, il va te donner une vision. C'était compteur. Oui, bien sûr. Il dit l'expert comptable, il dit là, tu es à 220 km/h, d'accord? Toi, tu es au volant. Si le virage, tu le vois, tu te dis je suis à 220 km/h, je le prends quand même, tu te prends le mur. Si en revanche, tu dis là, ça va être un peu vite, tu contrôles, tu abaisses. Voilà, c'est l'expert comptable, il va te donner des outils pour piloter, mais jamais il va diriger une entreprise, jamais il aura de vision. Et c'est ce qui faisait notre complémentarité avec cet expert comptable, c'est-à-dire que lui, il avait une excellente vision des chiffres, et on le dit toujours, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on se complète. Lui, il a une vision des chiffres, des investissements, des choses comme ça, et moi, j'ai des idées pour créer une entreprise. Donc, à nous deux, on se réunit et on verra les autres qu'on a créés ensemble. Donc, okay. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé? Parce que vous avez atteint 8 millions en combien de temps? Ouais, ça a été assez rapide. C'était en 3 ans, un truc comme ça. 3 ans? Oui.
En fait, il y a eu un buzz sur cet anneau. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça, mais un buzz entre Géorgien, tu devrais essayer cet anneau, tac, et voilà, il fonctionnait bien, il se mettait facilement, il s'enlevait facilement, il faisait pas de trou dans l'estomac et était donc, du coup, voilà, les gens parlaient entre eux. On a eu un directeur commercial international qui a été très très brillant, qui lui a vendu beaucoup à l'étranger, donc non, c'est monté très fort. Et on a eu bon, l'erreur, où je ne suis pas sûr que ça en soit une, à un moment, on a eu une proposition de rachat de la boîte, ça devait être 30 millions d'euros. Donc, Après 3 ans, mais c'est dingue. oui, non, c'était bien. Puis on s'est dit, je sais pas, on s'est dit non, on continue l'aventure, on est capable de la faire monter. Et c'est là où on comprend nos limites. C'est-à-dire que effectivement, on peut faire monter, créer une boîte. C'est pour ça que je lui dis, moi, je suis plus créateur d'entreprise. On peut faire monter une boîte, mais après, quand vraiment vous voulez scaler là-dessus, quand vraiment vous voulez, il faut d'autres compétences. Et c'est peut-être là que des études en école de commerce auraient pu aider si on avait compris un peu mieux la finance, toutes ces choses-là. Ok. Parce qu'après, oui, c'est vrai que je suis un peu partagé sur l'école de commerce. C'est vrai que ça t'apporte des choses, mais je pense que toi, ce que tu as fait à l'EM Lyon, je pense que c'était un MBA qui était quand même assez tourné business. C'était plus sur le management surtout. Ok. Le management, création d'entreprise, un peu, j'avais besoin plutôt de comprendre, j'avais choisi de comprendre comment on manageait les gens, voilà, c'était plus là-dessus. Voilà. J'y ai pris ce que je cherchais. J'ai une fille qui a fait une école de commerce, la dernière. Elle est dans le marketing. Ils apprennent vraiment d'autres choses. C'est très large. Hein. C'est comme la médecine. L'école de commerce, Oui, oui, bien c'est sûr. très très large. Moi, je suis partagé, mais je pense que vraiment on peut y trouver des bons outils. Hugo, mon fils, qui a une formation d'ingénieur, est allé à un moment à l'EM avoir une formation aussi en business. Je pense il avait dû, enfin, je ne veux pas parler en son nom, mais il avait dû comprendre qu'il fallait savoir gérer, etc. Et sa boîte tourne mieux. Parce Bien que sûr. s'il avait gardé qu'une compétence d'ingénieur, à mon avis, je ne suis pas sûr que ça aurait été aussi bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? 8 millions, en 3 ans, offre de rachat 30 millions. Tu te dis pas, en fait, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là? Je vais peut-être aller rentrer dans l'opérationnel? Non, parce que je pense que j'avais pas les compétences. Et puis j'étais passionné quand même. Je suis quand même passionné par les malades, par rencontrer les gens, etc. Les patients, c'est quelque chose, quoi. Je vais bientôt m'arrêter d'opérer dans quelques années. Et là, c'est peut-être ce qui me manquera plus. C'est les gens, voilà. Mais non, j'avais encore cette passion. Et puis, je voulais rester au contact du métier pour pouvoir faire développer encore d'autres produits, voir ce que l'on pouvait faire. Et l'histoire verra après que finalement j'ai pu développer d'autres produits en restant dans le métier. Voilà. Ok. Donc, au fait, cette boîte-là, donc c'est ce que tu disais, donc c'est toi avec tes 2 associés, et donc vous remontez les bénéfices, enfin, Dans une holding, dans une holding qui est à vous 3 aussi. voilà. Ok. Ouais. Et donc, c'est là où vous vous dites, maintenant on a de l'argent dans cette holding-là, Qu'est-ce pour faire autre chose. Voilà. Et effectivement. En fait, donc moi, je ne savais même pas que les holdings, ça existait, parce qu'on a une formation qui est nulle. En économie, en France, on ne nous apprend pas. Là, actuellement, on est en train de parler de holding en disant c'est mal d'avoir une holding. Mais non, une holding, c'est un instrument qui vous permet d'aller investir ailleurs et de créer de la richesse ailleurs et de faire vivre des gens. Exactement. Voilà. Mais ça, on ne l'explique pas à l'école. On ne l'a Exactement. pas appris à l'école, mais même au collège. Quand vous allez à l'université, ils vous apprennent pas non plus tout ça. En médecine, c'est médecine. Hein, ils savent même pas ce que c'est qu'une société, les gens qui vous enseignent. On a Donc, très peu on d'éducation remonte. financière. Voilà. Et donc, l'éducation financière, c'est ce fameux ami expert comptable, Henri, qui nous a appris, m'a dit, il faut que tu montes une holding. Je dis, bon, moi, je Ok. te crois. Hein. J'ai souvent marché dans la confiance. Je monte une holding et cette holding était propriétaire de part dans Ouais. l'autre, dans la holding principale. Et là, dedans, il y avait de l'argent. Bon, on pouvait soit partir aux Bahamas avec, soit continuer de vivre et puis d'essayer de continuer de développer. Ouais, parce que 8 millions par an,
Et bah, Je pense il y a que vous une avez pas époque mal où de sous, ça, hein. oui, oui, il y a une époque où ça marchait bien, mais on avait quand même, on était jeunes. Tu t'arrêtes pas à 40 ans. Non, mais bien À sûr. 40 Oui, ans, oui. tu t'arrêtes pas, ou alors t'as rien compris à la vie, quoi. Tu avais 40 ans à Oui, cette oui, époque-là? j'avais OK. 40 ans à peu près à ce moment-là, et où tu n'as rien compris à la vie. Donc tu continues d'explorer. On aurait eu 60 ans, j'aurais dit, bon, peut-être, allez, on prend, on retire, ciao. 40 ans, c'est pas pareil, il faut que tu fasses encore des choses dans la vie. Il faut que euh, et là, on était et c'est en ça que finalement j'ai bien fait de rester chirurgien, parce que il y avait une nouvelle difficulté. La chirurgie de l'obésité explosait, on avait beaucoup de malades, mais on avait une petite clinique. C'est la clinique de la Sauvegarde à Lyon. Ouais. On était dans une petite clinique avec 120 lits. Et quand vous opérez beaucoup de malades, il vous faut des lits. Et si vous n'avez pas de lit, bah vous ne pouvez pas opérer vos malades. Donc, et les malades à l'époque restaient hospitalisés 2-3 jours. Donc, si tu opères 10 malades, t'en as 10 qui sortent le mercredi, tu peux en prendre 10, etc. Et après, je me suis dit, pourquoi on n'essaye pas l'ambulatoire? C'est-à-dire que le malade rentre le matin et il sort l'après-midi. OK. Il est opéré le matin. Donc là, il fallait travailler avec les anesthésistes. Il y avait une équipe d'anesthésistes qui était très bien, et qui on a travaillé sur quelle drogue on mettait, comment on faisait nos process, comment le malade, plutôt que d'arriver dans son braquard, il arrive debout en marchant jusqu'au bloc, ce qui fait qu'il est actif jusqu'au bout. Après, il ressort tout de suite après l'intervention, on le lève, on lui met pas des perfs, des sondes partout, on enlève tout ça. Tout ce qu'on nous avait appris à la fac, mettre une sonde dans le nez, une sonde urinaire, des perfusions. Le malade ne peut plus, il est cloué dans son lit, il fait des phlébites, on le décoagule, il va faire des hémorragies, etc. Donc on s'est dit, non, on va simplifier tout ça. Et on a simplifié énormément. Et on voulait faire sortir le malade le jour même. Le problème, c'est que là, on prend peur. Parce que tu fais sortir ton malade, s'il y a un accident, s'il y a une complication, on se dit, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, il fallait créer une application qui permette de suivre le patient à domicile. OK. Donc, ça a été la deuxième. Donc, on avait de l'argent grâce à MID. Et MID, c'était Médical Innovation Développement. Donc, il fallait développer d'autres choses. Donc, on avait de l'argent. Et là, pareil, toujours pas le droit de monter une boîte. Si Oui. je voulais rester dans la chirurgie, j'avais toujours pas le droit. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un. Et donc ça aurait pas pu être on avait changé le dentiste? On avait changé, c'était plus le dentiste. OK. On avait changé de PDG. Il avait voulu aller faire d'autres affaires. Et OK. donc là, OK. on en avait un autre qui était plus un cost killer, mais pas un entrepreneur. OK. Donc il gérait plan mid, mais il développait pas. Donc du coup, c'est effectivement une question qu'on s'est posée. Pourquoi ne pas le faire à l'intérieur? Et il n'avait pas un esprit entrepreneurial. Donc OK. du coup, on s'est dit, il faut qu'on monte quelque chose de neuf. Donc avec Henri, on n'était plus que deux, avec Henri, mon expert comptable, mon associé expert comptable, qui n'est plus expert comptable depuis. Et il fallait trouver quelqu'un. Et une fois de plus, grâce à mon fils Hugo, que tu connais, qui me fait faire cette interview, mais grâce à lui, il me présente. Et on faisait des soirées à la maison, des battles intergénérationnels entre lui et puis et ses copains. Puis un jour, on faisait une fête, mais une fête monstrueuse, comme c'est les organisait mon fils. Et puis je discute avec un de ses copains. Et puis qui lui, alors j'avais bien aimé son discours. Je dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit je suis dans les services informatiques. Il avait fait la même école d'ingénieur que mon fils. Et puis il me dit, je dis mais comment tu vois ton avenir? Il me dit bon, là pour l'instant je me vois pas bien avec un pavillon et rouler en Dacia et tout. Alors je lui dis écoute, si tu veux, j'ai une aventure à te proposer. Et donc je lui dis on peut faire un truc ensemble. Voilà. Donc le soir on était un peu imprégné. Et le lendemain, je lui repose les mêmes questions. Il avait les mêmes T'es réponses. toujours... Et le lendemain, on n'était pas imprégné. Je lui repose les mêmes questions. Il avait les mêmes réponses. Je me suis dit, bon, lui, ça vaut peut-être le coup et tout. C'est quelqu'un intelligent. Que je connais d'ailleurs aussi. Que tu connais aussi. Et donc, je lui explique, je lui dis, voilà, on va monter une boîte c'est une application médicale, mais c'était pas à l'époque où il y avait le no-code et tout. Hein. Il fallait trouver des programmeurs, des codeurs, des machins, etc. Donc là, il fallait investir, surtout pour les Et là, applications. il fallait investir. Puis surtout que lui, il voulait qu'on le paye.
Ok, bah, Il voulait qu'on le paye. Hein, mais nous, après, quand on créait, notre dentiste, il n'était pas payé, donc on faisait, voilà. Oui. Il voulait qu'on le paye, bon, il n'y a pas de problème, on le paye. Et puis là, il fallait investir parce qu'il fallait investir pour des lignes de code. Et donc, il avait vu cette... il avait été très bien, il avait vu Santos, une filiale d'Atos, qui était une grosse boîte informatique, qui nous a fait le code, ça nous a coûté un demi-bras. Et puis, bon... Ça coûtait combien à l'époque, par curiosité? Oh, je me souviens plus. Faire une application comme ça? Je sais plus, mais je sais pas, on était en centaines de milliers d'euros, quoi. Waouh. Donc on mettait vraiment, on crachait avec Henri, on crachait. Et puis donc et en fait, le problème, c'est qu'à aucun moment ils vendaient. Ils vendaient pas. C'était un tech. Et en fait, une entreprise, donc là, on l'a compris, mais un peu tardivement, c'est que une entreprise, il faut vendre. Si tu vends pas, tu es mort rapidement. Mais vous n'avez pas eu cette expérience-là avec la première boîte? Avec Mid, tu me disais, Mid, ouais. ça crachait d'emblée. Oui, mais du coup... Ça vendait facilement et tout. L'anneau, c'était dans le train, c'était au bon moment. Ok. Ça, le suivi, faire de l'ambulatoire, c'était vraiment très, très avant-gardiste. Parce que là, si on regarde juste en aparté, les chirurgies de l'obésité, comme les sleeves, les bypass, qui sont des interventions un peu plus lourdes, nous, on les fait à 85% en ambulatoire à la sauvegarde en France. Là, il n'y a pas encore... la plupart des autres services en France ne font que 2 ou 3% d'ambulatoire. Nous, on fait 85%. Donc, on est encore bien en avance là-dessus pour sécuriser le parcours. Okay. Donc, étant très en avance, on n'arrivait pas à vendre notre produit. Mais il n'y a pas des gens qui sont venus, parce qu'en faisant ça, tu sors encore un peu des règles établies. Ouais. T'as pas eu des médecins ou l'ordre ou quelque chose comme ça qui sont venus te taper un peu dans la main et te dire mais en fait qu'est-ce que tu es en train de faire En fait, on l'argumentait, on l'étayait. On disait si on fait sortir le malade plus tôt, on avait déjà une expérience avec d'autres interventions comme la vésicule, comme les hernies, où on les faisait sortir le jour même, alors qu'avant on les gardait 3-4 jours. Et on a vu avec ces interventions, les vésicules, les hernies, que les malades étaient mieux quand ils étaient en ambulatoire que quand on les gardait hospitalisés 3-4 jours. Il y a moins de complications, moins de mortalité s'ils sortent le jour même. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas l'appliquer à la chirurgie de l'obésité ? Mais c'est là où, nous, on était dans le privé, on peut pas expérimenter comme ça. À l'hôpital, ils peuvent expérimenter sans problème. Nous, dans le privé, on peut pas, parce qu'on va se faire taper, comme tu dis, sur les doigts. Donc, il fallait vraiment qu'on sécurise notre truc, et c'est pour ça qu'il nous fallait cette application pour les suivre, qu'il fallait et démontrer que s'il y avait quoi que ce soit comme complication, eh ben, nos patients étaient en sécurité. Et on l'a bien vu après, parce que là, ça fait bientôt 10 ans qu'on fait de l'ambulatoire comme ça, sur des grosses chirurgies, et on a bien démontré qu'on diminue énormément le taux de complications. Un malade qui fait quoi que ce soit, il appelle l'infirmière, parce que cette application, c'est une application qui est connectée avec une plateforme infirmière. Il appelle l'infirmière, tout de suite, l'infirmière le rappelle et on sait exactement si c'est dangereux ou pas. Il y a différents niveaux d'alerte, il y a un algorithme, différents niveaux d'alerte, et le patient revient tout de suite. Tout de suite, il est pris en considération. Si vous avez le même malade la nuit qui se met à avoir mal au ventre, il est dans une chambre, puis l'infirmière intérimaire n'a pas passé et a déjà fait son tour, elle n'a pas envie de refaire le tour, etc. Il y a des fois, on découvre des accidents le matin à l'hôpital, donc c'est pas forcément un gage de sécurité. Alors que si vous sécurisez bien votre patient, il sort, il est en ambulatoire. Donc, mais on était en avance. Okay. Donc les anneaux, c'était la bonne époque parce que là, ça se vendait de partout. Ça, c'est encore en avance. Et même actuellement, c'est encore en avance. C'est ce que j'allais te dire, ouais, parce que ça fait 10 ans, tu m'as dit. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Oui, oui. Est-ce que ça a permis avant de rentrer un peu dans les détails de tout ça, est-ce que ça a permis à évangéliser un peu cette pratique-là parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment, pendant le Covid, où on a eu un gros problème en France de manque de lits d'hôpitaux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de changer? Est-ce qu'aujourd'hui, les hôpitaux français sont en train de changer? Oui, ils ont... Alors, au moment du Covid, tu vois, c'est encore paradoxal. On avait cette application qui était très bien. On en a parlé partout, comment ça s'appelle, à la clinique de la sauvegarde. On a pris cette solution pour suivre les patients. Cette solution a été prise par le Luxembourg. Le duché du Luxembourg a pris, elle s'appelait Maëla, a pris Maëla pour suivre tous ses patients dans le duché du Luxembourg. En France, si vous ne passez pas
par une agence administrative, une ARS, etc. Si vous n'êtes pas rentré dans ce système-là, c'est pas bon. Je pense qu'il faudrait que les administrations regardent un peu mieux ce qui se fait quelles sont les innovations qu'il y a. Il faudrait qu'il y ait une vraie veille technologique de ces agences, de la HAS, etc. Là, maintenant, non, la HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, va vous valider une intervention qui a été utilisée 15 fois. Il y a zéro innovation. Les ARS vont surveiller qu'il n'y ait pas de problème, que sur leurs chiffres, ça ne bouge pas. Mais aller sur de l'innovation comme ça, non. Il serait important quand même que justement toutes ces administrations regardent un peu ce qui se fait et les fassent venir. On avait la French Startup, qui est une bonne idée, c'est-à-dire voir quels sont les talents français. Et ça, c'est une bonne idée. Il faut effectivement le développer plus, quoi. Les idées comme ça. Donc oui, ça a servi pour le Covid, beaucoup au Luxembourg, alors que c'était une société française, ça aurait pu servir plus. Après, il y a des hôpitaux plutôt innovants qui ont su voir ça. Vous avez il y avait à Marseille, maintenant l'APHM de Marseille l'utilise. Il y avait Saint-Joseph à Marseille. Les hospices civils sont venus parce qu'on se connaissait entre médecins, donc ils se sont dit non, mais il faut qu'on utilise cette application. Donc certains services seulement des hospices civils de Lyon utilise cette technologie qui est très avant-gardiste. La PHP, maintenant, commence à l'utiliser. Et alors, entre-temps, cette boîte a été vendue à La Poste. Je te On allait en revenir, pourquoi. Mais depuis, il y a quelqu'un qui gère cette société, qui est Dominique Pont, qui est plus rentré dans les arcanes et il arrive mieux à faire vendre ce dispositif, mais il se déconnecte un peu du terrain. Ok. Bah, effectivement, on va parler de cette société parce que c'est super intéressant. Donc la première, vous avez mis un peu d'argent et qui existe toujours d'ailleurs, et tu es toujours actionnaire. Eux sont toujours actionnaires et elle marche bien. Il y a une banque qui est venue nous aider parce que c'est une phase qui est difficile actuellement pour toutes les sociétés. Ouais. Je crois qu'il y a eu 70 000 sociétés qui ont déposé le bilan cette année. C'est une phase qui est difficile pour les entreprises. Économiquement, c'est trop incertain. En France, du coup, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont déposé le bilan. Il y a une banque qui est venue nous aider là actuellement sur Mine pour se rediversifier. Et donc là, ça va redémarrer. Okay. Donc, oui, on gagnait bien, mais c'est difficile économiquement. Okay. On était où ? Donc cette première société-là. Ensuite, tu te dis que tu montes la deuxième. Et là, la deuxième, vous faites un peu les choses différemment. Complètement. Alors déjà, tu prends pas un dentiste, donc tu prends un jeune ambitieux qui avait envie d'une nouvelle aventure. Vous avez levé des fonds. On a fait que ça. Vous avez fini par revendre la boîte. Donc en fait, tu as vécu une aventure de la vie d'un entrepreneur, du coup de l'extérieur, parce que toi, du coup, de ton côté, tu n'étais pas dans l'opérationnel, tu étais plutôt dans. Je peux pas, mais j'étais en permanence dans la stratégie, ça. Et j'ai essayé de lui expliquer avec Henri, mon associé, on a essayé de lui expliquer qu'il faut vendre. Et on n'a fait que des levées de fonds. C'est-à-dire que nous, on mettait de l'argent pour le code, pour le logiciel. On a mis pas mal d'argent dedans. Puis après, on pouvait plus. Donc, on a appelé une autre société lyonnaise qui était avec Monsieur Motard, qui est Sword, qui a mis de l'argent là-dedans, qui croyait dans le projet, qui nous a aidés. Puis après, là, pareil, on arrivait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait du cash, ils se disaient, bon, allez, c'est bon, on peut continuer, on développe, on fait et ça, c'est le côté ingénieur, on va continuer de développer le logiciel sans penser qu'il faut vendre. Mais il n'y avait pas parce que vous mettez de l'argent, mais à un moment donné, il y avait du chiffre en face, bien sûr, pour il y en avait, mais lever pas des beaucoup. fonds. Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y avait suffisamment. Il y avait un projet qui était ambitieux. Et pour moi, la levée de fonds, c'est l'argent le plus cher qui puisse exister, parce que vous diluez. Et donc, on aurait préféré passer par l'emprunt ou alors avoir le chiffre, mais ça m'aura servi pour l'expérience d'après. Mais la levée de fonds, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vrai que les gens se gaussent en disant j'ai levé 10 millions, machin, c'est à la mode. etc. C'est à la mode. J'ai levé 10 millions, tu as vu, je suis une grosse boîte, j'ai levé 10 millions. 10 millions, ouais, d'accord, non, tu t'es appauvri parce que tu t'es dilué. Ouais. Donc, c'est l'argent le plus cher. Alors que si tu avais emprunté, si tu avais fait avec, il y a beaucoup de dettes, des crédits impôt recherche qu'on utilisait aussi, là, tu restes propriétaire de ta société. Bien sûr. Et là, on se diluait. Et puis, il y a eu un moment
Alors si j'ai une phase où j'ai été un peu malade, j'ai chopé un Covid grave, je me suis retrouvé en réanimation pendant un moment, il y a eu un moment de flottement, et là je suis revenu, il y avait un ingénieur très visionnaire qui avait été embauché, il y avait encore plus de dépenses d'argent dans Maëla, et, euh, et du coup, une vision qui était complètement déconnectée de la réalité terrain. Ça servait toujours à suivre les malades, mais c'était une autre vision sur laquelle on ne pouvait pas suivre, nous. Et c'est une vision que j'ai du mal à comprendre, c'est numériser un peu tout l'hospitalier. C'est pas très clair, et quand ça s'énonce pas clairement, moi j'ai du mal à savoir ce qu'on peut vendre. Mais Donc du coup, là, il y a eu la Poste Santé, qui avait acheté une boîte qui marchait pas bien du tout, le code n'était pas bon. Nous, on avait un très bon code, mais on savait pas vendre. Eux, ils avaient une boîte qui avait un mauvais code, qui allait pas pouvoir évoluer, et qui, elle, allait... mais en revanche, ils avaient des très très bons vendeurs. Eux, ils se vendaient bien, avec leur code qui était mauvais. C'était un peu... c'était un code où quand vous vouliez changer une fonction, il fallait démonter le moteur et aller recoder à l'intérieur. Alors que nous, d'emblée, le code a été bien pensé, où on pouvait juste, à partir du tableau de bord, repiloter l'ensemble. Donc là, cette phase, on s'est dit, avec Henri, il nous proposait de nous racheter tout. On a dit oui, on vend. Parce que moi, je savais que ça allait perdre encore d'argent. Ça perd encore beaucoup d'argent. Maintenant, c'est la Poste qui paye, hein. Mais ça perd beaucoup d'argent actuellement. C'est toujours pas rentable, cette boîte. Donc là, j'ai appris que les levées de fonds, c'est super, mais le chiffre d'affaires, c'est la vanité. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, celle-là. tu l'aimes bien, celle-là. Le BE, l'EBITDA, la réalité, et le résultat. Non, le BE, c'est la nécessité, et le résultat, voilà, la réalité. Voilà. Donc, oui, tu as des chiffres d'affaires. Tu peux dire, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, j'ai fait machin. Si tu perds de l'argent en bas, c'est bon. En bas du bilan, c'est pas bon. Donc, voilà. Donc là, j'ai appris ça sur cette boîte. Vous avez levé combien au total? Je crois que c'est revendu à la fin, ça a dû se revendre 18 millions, mais on était très dilués. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que je au début, crois que vous étiez que deux. Hein, enfin, vous étiez que deux non, actionnaires au il y début. avait tous les gens qui étaient rentrés dedans après. Parce que Non, là, non, on a fait... au tout début. Au début, Ouais. on était deux. Vous Henri étiez que et deux, moi. donc Voilà. vous avez 100% de la boîte. Ouais. Ok. Non, là, il y a eu un truc qui est un regret qui est amer. C'est l'avantage de la mémoire, c'est qu'on oublie un peu les choses douloureuses. On fait une première levée de fonds avec Sword qui marche bien. Ok. La boîte semblait bien marcher. Je me suis dit, avant que ça se revende, il faut faire profiter les gens qui ont travaillé là-dedans. Et ça a été une grosse erreur que j'ai fait. J'ai fait rentrer plein d'amis au capital. Ok. J'aurais dit, vous pouvez mettre des sous dedans, ça peut rapporter. Et en fait, la vision du dirigeant à l'époque n'était pas du tout celle-là. Lui, il voulait lever des fonds, que des gens perdent de l'argent. Et ça, avec Henri, on a été amer là-dessus, que des gens perdent de l'argent comme ça, des gens proches. Ça nous a mis très très mal. Et c'était horrible parce que on lui expliquait, on lui disait mais tu fais perdre énormément d'argent à plein de gens. Ouais, mais bon, vous allez en gagner, machin. Je dis non, mais tu fais perdre, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça avait été j'ai vécu douloureusement cette phase-là. Donc je pense que les amis, il faut les faire rentrer au début. Éventuellement, mais au début, c'est des grosses parts du capital. Mais vers la fin, c'est pas une bonne expérience. Ou alors, il faut vraiment il faut vraiment piloter vraiment le truc et pas que ce soit un autre qui le pilote, quoi. Il faut, si vous faites rentrer vos amis, il faut que vous fassiez attention à vos amis, à tout ça. Bien sûr. Et comment ça se fait que la vision vous a échappé? Parce que ça veut dire que au début, c'est la vision, c'est vous, et la personne que vous avez recrutée, c'est plutôt l'exécution. Et donc, je suppose que quand le premier fonds est rentré, vous avez dû perdre 20-30% à peu près. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous en avez fait une deuxième. Et donc là, je pense que vous avez perdu la majorité. En fait, non, c'était pas tant une histoire de majorité. On pouvait encore avoir la majorité. C'était plus une histoire de vision complètement différente. C'est-à-dire que moi, j'avais une vision terrain où on crée du business, on crée de la richesse, etc. On vend à des gens, c'est-à-dire que plutôt que de grossir. Et puis, le président, lui, avait une vision, on développe, on fait des levées de fonds, on fait des levées de fonds, sans à aucun moment penser à vendre.
À aucun moment. Et là, on était, comme lui, il y était tous les jours dans cette boîte, que nous, on venait qu'une fois par semaine, etc., pour dire non, mais là, ça va pas, ça n'a pas vendu, il faut pas faire, il faut faire plutôt comme ça, faire plutôt comme ça. Lui, après, il pilotait comme il voulait. Ok. Mais à aucun Et moment nous, donné, vous vous êtes dit, bon, bah, en et fait, on va changer. Pardon? À aucun moment donné, vous vous êtes dit, on va changer. Ah, parce que c'était quelqu'un que je connaissais bien. Si, Ok. on peut toujours dire ça. Mais c'est violent quand même on en a viré un déjà dans une boîte. C'est violent hein, de virer un président, etc. Nous, on est des médecins, hein, Bien sûr. on est empathique avec les gens. Mais c'est ton Même investissement. si, Tu vois, ouais, je suis d'accord, mais c'est pas aussi, c'est moins important l'investissement que les gens. Ok. Et c'est en ça que moi j'ai été très mal à l'aise avec la dernière levée de fonds auprès des amis, etc. C'est là où j'ai été très mal à l'aise parce que moi j'avais une vision de ces gens-là et qui allaient perdre un peu de leurs économies et pas effectivement on aurait pu on en a parlé avec Henri effectivement de le changer. Bon, après, il connaissait bien le code, il connaissait bien. Alors là où il a été bien, c'est qu'il a réussi à se vendre. Il a réussi à se vendre à la Poste. Il parle très bien, il s'est vendu à la Poste. On a récupéré, on n'a pas trop perdu, on n'a pas gagné ce qu'on aurait pu gagner, ça c'est clair. Okay. Parce qu'une boîte qui vend bien, etc., tu la revends beaucoup plus qu'une boîte qui perd de l'argent en permanence. Donc, mais juste pour expliquer, du coup, parce que tu parles de revente, mais qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent, c'est juste que en fait, les gens sont rentrés à un tour de table qui était quand même juste assez avant. avancé. Voilà, exactement. L'entreprise, du coup, la valorisation à laquelle ils sont rentrés, elle est beaucoup plus élevée que la première ou la deuxième levée de fonds. Et la sortie, la revente à la Poste qu'il y a eu, n'était pas à la valorisation à laquelle ils sont rentrés au dernier tour. Donc, exactement. Du coup, ça fait une perte d'argent, exactement. Une partie de leur capital. Exactement. Ah, ils ont perdu 30%. Hein. Okay. Et ça, c'était violent. Enfin, moi, j'ai trouvé... voilà, c'est toute je trouve que c'est toute la violence du capitalisme. Il n'y a pas de problème. À mes yeux, c'est quand même un des meilleurs systèmes, le capitalisme. Mais je trouve que des fois, ça peut être violent. Quoi. Donc, voilà. Okay. Pourquoi c'est un des meilleurs systèmes? Ça m'intéresse. Pourquoi c'est un des meilleurs systèmes? Ouais. Parce que on a vu hein, à l'Est, en Russie, ça n'a jamais vraiment marché. Hein. Alors si, oui, il y a la Chine qui... Non, en fait, je pense que tu peux, avec ton argent, redévelopper des choses. Tu as le droit d'avoir des idées et de mettre en œuvre. La France n'est pas le meilleur pays pour favoriser les entrepreneurs, mais on peut quand même entreprendre et puis avoir une valorisation à la sortie. On peut, tu as une idée, tu montes ta boîte, derrière, ça paye. Alors après, t'inquiète pas qu'ils vont tous se débrouiller pour tout récupérer, mais, et puis alors même sur les héritiers, il ne restera rien, mais néanmoins, on peut encore avoir des idées. Alors que c'était un système qui est sans capitaux, je ne vois pas comment on peut faire, comment des gens, on le voit nous avec nos administrations, parce qu'on a un système qui est un peu dirigiste avec des grandes institutions comme l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et qui, eux, vont décider comment on va faire en dessous. Mais eux, ils n'ont aucune vision. Bien sûr. Voilà. Donc c'est en ça que le système capitaliste, à mon avis, permet d'avoir des initiatives et de développer des nouvelles idées. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on n'arrive pas que ça n'arrive pas à bout de souffle aussi, parce qu'on sait que ça peut avoir aussi pas mal de côtés négatifs, quand il n'y a potentiellement pas de distribution, de redistribution bien faite derrière. Chez nous, en France ou en général En France, la redistribution est quand même très bien faite. Pour l'instant, oui. Oui. Pour l'instant. Effectivement, quand ils ont remis la flat tax à 30%, juste pour expliquer, c'est avant... quand vous aviez le revenu du capital, c'est-à-dire vous avez créé votre entreprise, vous avez mis toutes vos économies dedans, parce que c'est ça, hein, moi je mettais mes économies, les copains ils achetaient des appartements un peu partout, ils retouchaient leur petit loyer, tout allait bien. Moi toutes mes économies, elles passaient dans les sociétés, à remonter des boîtes. Donc vous avez mis toutes vos économies là-dedans, avant vous piquiez près de la moitié, puisque c'était 48%, c'était là il y avait l'impôt sur le revenu, vous le récupériez comme ça. Là maintenant on est descendu à 30%, la flat tax, c'est-à-dire que d'accord, vous avez bien gagné de l'argent, on vous pique 30%, mais il vous reste 70%.
Là, c'est déjà en train de recommencer à le regrignoter parce qu'on augmente à nouveau la CSG, CRDS Ouais. là-dessus. Et je ne sais pas quelle taxe ils vont nous inventer encore, mais ça va ruiner justement toutes ces petites idées qu'on a. Mais bien sûr. À plusieurs reprises, on avait réfléchi à monter, quand les boîtes ne valaient pas grand-chose, à le monter à l'étranger. Ok. Pourquoi on ne l'a pas fait parce qu'on aurait très bien pu une boîte qui produit qui fait des Bien produits, sûr. tout à fait, on Tu aurait l'as mis pu. en Suisse. Et en fait, voilà, on est à côté de la Suisse, on aurait pu mettre Luxembourg, peu importe. On l'a pas fait parce que avec Henri, on était des gens venus, chez qui on devait tout quand même à l'école. L'école était gratuite. La République, c'est peut-être pas bien de dire ce mot-là, mais moi j'en suis fier. La République nous a offert l'école gratuite, nous a enseigné, nous a offert l'université. Alors on le rembourse facilement, hein, largement, mais on nous a payé. Donc on s'est dit, on va rendre à la France qu'elle nous a donné, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a laissé ces sociétés en France délibérément, alors que c'était une phase où franchement on aurait très bien pu aller les monter à l'extérieur. Ok. Mais voilà, on voulait se rembourser de la dette qu'on avait envers ce pays qui nous a, Non, mais bien nous a sûr. tant offert. Voilà. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'idéologie derrière, malheureusement, les entrepreneurs, parce que tout le monde prend les... Enfin, il y a une partie de la population qui pense que les entrepreneurs, c'est tous les CEO du CAC 40, alors que, Non, en c'est fait, pas ça. pas du tout. Et il y a quelque chose qu'il faut aussi rajouter, parce que généralement, les politiciens jouent avec les chiffres un peu comme ils veulent, mais quand quelqu'un paie 30% de la flat tax, avant de payer la flat tax, il a déjà payé de l'impôt sur les sociétés Exactement. à 25%. Donc en fait, ça veut dire que avant de se sortir quoi que ce soit, il a déjà payé l'impôt sur les sociétés, donc entre 15 et 25, mais partons sur 25 au-delà d'un certain Ouais. chiffre. Et ensuite, sur ce qui te reste après ces 25%, tu repayes 30%. Mm. Donc en fait, ça revient quasiment à 55%. Oui, c'est ça. Donc Ouais. ça revient à quasiment un peu plus cher que le coût du travail. Et aujourd'hui, on aime bien le présenter comme 30% de flat tax versus le coût du travail où ils payent 45% à peu près, etc. Mais on ne dit pas, on n'explique pas aux gens qu'avant Tout ce qui a été payé avant. Ouais. Exactement. Alors, après, juste si tu permets un parallèle, les gens qui dirigent le CAC 40 sont moins des entrepreneurs que les petits entrepreneurs. Non, mais c'est des salariés. Voilà, c'est des Bien sûr. salariés de grands groupes. C'est Jean Briand que j'admire. Bien sûr. J'ai une grande admiration pour tous ces grands patrons, ces capitaines d'industrie, comme on dit. Mais le vrai entrepreneur, c'est ça. C'est celui qui va développer son truc, qui va mettre vraiment ses économies là-dedans, qui le lendemain, je disais à ma femme, quand ça allait mal sur toutes les boîtes, je disais, tiens, on va peut-être dormir à HLM, j'espère que tu n'es pas avec moi pour l'argent. Finalement, ça s'est bien fini, ces trucs-là, mais c'est vrai qu'il y a des moments où la nuit, vous faites la crêpe, où vous couchez, vous faites des nuits blanches, parce que derrière, il y a des salariés, derrière, il y a il y a du monde, il y a des investisseurs. Bien sûr. Ah oui, ne remue pas le couteau dans la tête. Je repense encore à ces 60 investisseurs là-dedans. Mais bon, voilà. Ok. Et après tout ça, tu te dis quand même, donc là, revendu, donc là, bon, tu passes à autre chose. Et là, tu te redis, on va encore remonter une autre boîte. Voilà, donc là, j'en ai remonté une. Mais alors, avec, entre-temps, donc j'ai fait cette formation de l'EM qui était très bien. Okay. Et en fait, les leçons que j'ai retenues, c'est que pour créer une boîte, il faut que tu aies un besoin et une réponse en face. Là, tu peux créer de la richesse, une boîte. Donc, le besoin que j'ai identifié, c'est qu'il y a des médicaments qui sont sortis pour le traitement de l'obésité. Okay. D'accord. Il y a la chirurgie, il y a plus de 500 000 personnes qui ont été opérées en France, mais ces gens ne sont pas toujours suivis. Les gens qui vont avoir le traitement, pas les médicaments, on en a entendu parler du Wegovy, Mounjaro, tous ces ici, je suis pas maquillé avec les labos, je peux parler librement. Donc tous ces nouveaux médicaments qui font bien perdre du poids, il faut les suivre. Ce qui est important de comprendre, c'est que quel que soit le traitement, l'obésité est une maladie qui récidive. Vous pouvez faire un bypass, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les gens vont reprendre du poids. C'est la maladie qui est comme ça. C'est une maladie du gras, de l'adipocyte, de la cellule grasse, et qui fait que les gens reprennent du poids. Donc,
Parce que les gens n'en ont pas conscience, je crois. Non, Parce que c'est ils vrai que c'est pensent important qu'on ce que fait le tu dis. régime, ils pensent qu'on fait le truc, on perd du poids. Si on reprend du poids, c'est de notre faute, c'est C'est qu'on parce a que fait t'as beaucoup n'importe mangé, quoi. ouais, c'est Voilà, ça. non, c'est une fois que vous avez fait 100 kilos, votre corps, il va tout faire pour remonter à 100 kilos, quoi que vous fassiez. Ok. Donc, il va se mettre en économie d'énergie, vous allez moins dépenser d'énergie sans le savoir. Hein. Votre intestin absorbera beaucoup plus les aliments. Quand vous mangerez une pomme, toutes les calories de la pomme seront absorbées quand vous aurez perdu du poids, alors que si vous êtes à votre poids maximum, c'est pas absorbé. Donc, l'obésité, c'est une maladie qui récidive quoi qu'on fasse. Il faut arrêter de penser qu'on fait une opération et puis que c'est bon, on sera guéri. Okay. On va se prendre le médicament pendant un moment, puis c'est bon, on sera guéri. Non, on ne guérit pas l'obésité. On la soigne, on permet aux gens d'être en rémission. On reprend les mêmes termes que la cancérologie. Ils sont en rémission, ils ont perdu leur poids, mais attention, leur corps va tout faire pour récidiver. Okay. Donc, vous avez ces médicaments, c'est fantastique. Vous avez un laboratoire qui a fait la plus grosse capitalisation boursière européenne, qui est Novo Nordisk, qui est un laboratoire danois avec son médicament. Mais on vend le médicament, ça peut être prescrit, les gens perdent 10-15 kilos, ils se disent j'ai perdu 10-15 kilos, je peux aller à la prochaine, ça va bien, j'arrête. Boum, là, ça remonte encore plus fort. Le poids remonte à toute vitesse. Donc il faut savoir accompagner ces patients. Maintenant, vous avez en France 17% de la population qui est en surpoids ou en obésité. D'accord ? Vous avez 2000 médecins qui s'intéressent à l'obésité. C'est que dalle. C'est trop fort. Parce que déjà 17%. Ouais, 17% sur 70 millions, ça fait, allez, on est à 15 millions, quoi. Voilà. En surpoids ou obésité, c'est la maladie du siècle. Et je pense que l'évolution sur les 10 dernières années, ça a dû faire. On est en train d'avoir un petit plateau, mais on ne sait pas. On espère que ça ne va pas s'aggraver. C'est la première épidémie mondiale, hein. Donc selon l'OMS. Donc l'obésité fait plus de morts que la route. L'obésité, c'est à l'origine de 60 000 morts par an, indirectement, hein, par les maladies cardiovasculaires, par les cancers que ça crée, par tout ça. Donc c'est une maladie mortelle et avec une prévalence qui est très importante. Donc, on n'a que 2000 médecins qui s'y intéressent. Les endocrinologues, les médecins nutritionnistes, c'est pas assez pour suivre tous ces patients. On a un médicament fantastique qui arrive, qui permet de perdre du poids, mais s'il n'est pas bien accompagné, ne serait-ce que dans l'escalade de dose, dans les effets secondaires, et ben, s'il n'est pas bien accompagné, le patient va abandonner son traitement et ça ne fonctionnera pas bien. À côté de ça, on a en France 18 000 diététiciens ou diététiciennes, mais qui ne sont pas du tout formés pour suivre cette maladie. Elles sont formées à vous donner des régimes. Ils le disent tous, hein, les patients. Je suis déjà allé voir la diététicienne, elle m'a mis un régime, mais ça n'a rien fait. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, on va créer un centre de formation, on va former des diététiciennes, donc ça s'appelle DietCare, cette société, des diététiciennes qui savent comment parler à des gens en obésité. Elles vont arrêter de leur dire non mais faut pas manger ça, faut pas faire ça. On va arrêter de leur parler de ce qu'ils mangent. On va accompagner le traitement. On va les aider à se remettre à faire de l'activité physique pour éviter la récidive. Et puis elles vont accompagner le traitement. Toujours, c'est pas des médecins, toujours sous couvert médical. C'est-à-dire que le médecin adresse le patient à DietCare. Ces diététiciennes qui sont formées accompagnent, expliquent les effets secondaires, accompagnent, mais néanmoins, le temps médical qui est précieux, puisqu'ils ne sont que 2000 pour plusieurs millions d'obèses, le temps médical qui est précieux est délégué à ces diététiciennes que l'on a formées à suivre l'obésité. Pareil pour la chirurgie de l'obésité. Ces gens ont été opérés, mais derrière, souvent, on a du mal à les suivre, à les voir. Donc, on les accompagne. Et si on voit qu'ils reprennent du poids, ils sont réadressés à leur médecin qui peut donner un traitement, etc. Mais donc, du coup, c'est tout le tissu qui sert à suivre ces patients pour les empêcher de récidiver leur maladie, qu'on a créé avec DietCare. Ok, donc tu es une sorte de place de marché où il y a plein de diététiciens. Alors pour l'instant, on va revenir à la société, on en est au début. C'est-à-dire que là, moi, je me suis fait avoir déjà une fois sur l'élevée de fonds, les machins, etc. Là, j'ai dit, on ne lève pas de fonds. On crée la société. On regarde pendant un an si ça fonctionne très bien. On a fait le premier bilan, ça a très bien fonctionné. Vous avez fait combien ? On a fait 250 000 de chiffres sur une année courante. Okay. Donc c'est très bien comme ça. On a un taux de satisfaction, parce qu'on s'inquiète énormément des patients, un taux de satisfaction là-dessus qui est de 95%. Donc les gens se sentent suivis, accompagnés par ces diètes qui ont été formées. Donc taux de satisfaction de 95%.
Du coup, on est en train de réfléchir comment on va le déployer maintenant. On a un petit logiciel qui fonctionne, enfin un logiciel, on a emprunté, on est allé voir le banquier, on lui a dit on veut des sous. Alors au début, quand vous allez le voir, il leur faut des garanties. Donc les seules garanties qu'on avait, c'était moi ce que j'avais fait, c'était voilà. Donc on a emprunté un peu d'argent pour payer notre logiciel, et puis voilà, on déploie. Donc là, on a cette première société. Donc le modèle, je le confronte avec plein d'avis pour savoir comment on fait. On est allé au salon de la franchise, voir comment c'était. Est-ce qu'on le franchise? On nous a dit peut-être pas tout de suite, peut-être monter une première succursale, en faire une deuxième, et puis après, voir quels sont les médecins qui seraient, ou chirurgiens qui seraient intéressés par ce modèle-là. Ils ont le droit d'être actionnaires d'une société comme ça, donc leur proposer d'être actionnaire de cette société. Et en même temps, Nous, on s'occupe de leur former les diètes, de faire l'équipe, de fournir les outils pour... et eux, ils peuvent piloter un peu le truc là-dedans, sans être dans l'opérationnel et sans être répréhensible par l'ordre ok. des médecins. Mais Donc comment, le modèle sera peut-être ça. mais comment tu... Attends, parce que là, du coup, tu es allé faire le M, Oui. tu t'es dit, bon, là, j'ai besoin de recréer une nouvelle boîte parce que je m'ennuie un peu. Oui. Et ça a été quoi le process? Enfin, qu'est-ce que les deux autres boîtes t'ont appris, mis à part à ne pas lever des fonds? Mm. Qu'est-ce que tu as fait différemment ou qu'est-ce que tu as gardé dans cette nouvelle boîte? Alors j'ai gardé, c'est encore une jeune qui préside cette boîte qui a, pareil, qui a une certaine vision plutôt entrepreneuriale. Alors elle est vraiment entrepreneuriale, quoi. C'est-à-dire que elle cherche à vendre avant de redépenser, de lever Ok. des fonds, etc. C'est quelqu'un qui avait déjà créé des boîtes Ouais. avant? Non, Ok. non, pas du tout. Elle travaillait avec nous au cabinet. Et en fait, on avait un système de suivi de patients. C'était lourd à la clinique, là, le centre que j'ai monté. Tout ce suivi est très lourd parce que ça fait 30 ans bientôt qu'on opère des patients. On a beaucoup, il faut organiser tout ce suivi. Il y en a pas mal qui sont perdus dans la nature. Les médecins nutritionnistes, il n'y en a que 3. 3, ils ne peuvent pas suivre 1000 nouveaux malades, parce que c'est une croissance exponentielle du coup. Hein. Bien sûr. 1000 nouveaux malades chaque année. Donc il fallait réfléchir à un autre modèle pour suivre les patients. Et j'en ai parlé avec des diètes et qui étaient d'accord pour se lancer dans l'aventure. Donc on a réfléchi ensemble avec elles, avec des médecins, avec qu'est-ce qu'on devait mettre dans la formation, comment on devait former, comment on devait suivre les patients. Donc, voilà. Donc notre modèle, ce que l'on vend, entre guillemets, c'est un suivi, une préparation des médicaments et de la chirurgie qui est particulier, qui est propre à cette maladie, avec une vision différente de l'obésité. Pas une vision régime carotte râpée, etc., ou régime protéique, etc. C'est vraiment, on accompagne ces gens pour essayer d'éviter qu'ils récidivent, parce que ça, c'est le gros biais. Et je pense que ces médicaments, on les utilise, on a vu, dès qu'on les arrête, les gens reprennent. Il va falloir les accompagner avec un traitement, peut-être pas à pleine dose parce que c'est cher pour l'instant. C'est des traitements qui coûtent 250 €, qui ne sont pas remboursés par la Sécu, qui coûtent 250 € par mois. Comment ça se fait, c'est Donc, remboursé par la Sécu alors que si- c'est une maladie qui touche 7% des Français? Alors, si tu rembourses, aux États-Unis, ils l'ont étudié. Si tu rembourses, tu mets le système de santé à plat. En France, c'est pareil. Si tu rembourses le traitement, c'est 250 € par mois. Tu multiplies. Par mois? Oui, Wow. par mois. Ok. Donc tu multiplies sur une année, tu multiplies par 12, tu multiplies par le nombre de gens qui voudraient ça. Là, tu coules le système. Ok. Quoi. Donc voilà. Ok. Et donc, ouais, donc cette personne-là, tu la connaissais. Comment vous avez fait pour tester le marché avant de Alors, vous dire on va en développer, fait, on a investir? surtout structuré une certaine façon de travailler. On avait une façon de travailler qui fonctionnait bien avec nos diététiciennes, etc. Et on a structuré l'outil de travail avec elles. Ok. Avant, on avait des diététiciennes, puis ça marchait comme ça. C'était Tu l'as envoyé. tu l'envoyais, la diète le suivait, puis on savait pas ce qu'elle lui disait, ça revenait, etc. On s'est dit non, ça marche pas. Il faut qu'on restructure l'outil. Donc là, on a à la fois on a développé un outil logiciel qui va phénotyper l'obésité, c'est-à-dire que l'obésité, c'est pas juste des kilos en trop, mais ça peut être du diabète, ça peut être de l'hypertension, ça peut être de l'arthrose, ça peut être plein de choses. Et donc on phénotype, on a un outil qui nous sert à phénotyper, c'est-à-dire que ce malade, on le revoit 6 mois après. Son diabète s'est amélioré, il a perdu que 5 kilos, mais son diabète s'est amélioré. On va célébrer la victoire, quoi. On va dire, mais voilà, c'est déjà, on a des choses qui vont mieux. Donc, on a créé un outil. Là, on a structuré l'ensemble de la prise en charge.
Un malade qui vient pour un médicament ne sera pas le même qu'un malade qui a déjà été opéré. Un malade qui va se faire opérer, il faut le préparer à l'intervention, comment on va faire derrière. Ok. Donc tout ça, on a créé tous ces outils. Il y a une grosse plateforme de formation qu'on a fait pour ces diètes, pour mieux suivre les patients. Ok. Et donc que vous allez maintenant continuer à développer. Voilà, donc là maintenant on sait que ça fonctionne, on sait qu'il y a un taux de satisfaction qui est bon. Donc là maintenant on va aller voir d'autres centres qui seraient intéressés pour ce système de suivi, pour avoir un suivi structuré et intéressés pour éventuellement monter avec nous. Nous on les accompagne et ils montent leur propre structure DietCare. Ok. Donc ça c'est quoi? C'est ta 4e boîte? En dehors de la clinique. Oui, que tu as créée. en dehors de mon cabinet chirurgical. Oui, c'est ça. Oui. 4e Oui, boîte, oui. donc 3 qui ont marché, hein, Oui. où vous avez fait du chiffre, plusieurs millions, et peut-être celle-là aussi, ça va arriver Oui, peut-être à oui, plusieurs oui. millions de chiffres. Ouais. Une qui est partie au tapis. Non, on n'a pas parlé de celle-là qui est au tapis. Ah, je pensais que c'était Oui. celle de. Je pensais que c'était celle de d'un chirurgien qui voulait un anneau. Et Ah vous avez non, perdu ça beaucoup d'argent. c'était à l'intérieur, ça c'était dans le mid. Ok, Ça c'était ok, dans le mid, ok, c'était ok, avec ok. les sous de mid Ok. qu'on faisait ça. Ok. On Donc a il y en fait a une ça, on a fait entre-temps. du fil pour les vétérinaires, on a fait des élastiques pour les chirurgiens plasticiens. D'accord, ok. Non, il y en a une autre qui est au tapis, qui, elle, donc, on va évoquer l'erreur, elle, c'était de structurer le parcours de soins. C'est-à-dire que vous avez, le besoin, c'est les médecins ont un temps médical qui est réduit. Il n'y a pas assez de médecins, ils n'ont pas formé assez de médecins, ils avaient mis un numerus clausus, et là, maintenant, on est en plein dedans. Donc, le temps médical est réduit, donc il fallait soulager les médecins. Vous venez pour un bilan de diabète, par exemple. Il va vous falloir, donc vous avez votre constatation, il va vous falloir un front d'œil, il va vous falloir un examen des reins, il va vous falloir des Dopplers, il va falloir plein de choses. Et ça, du coup, votre secrétaire, ou vous, si vous n'avez pas de secrétaire, vous avez passé plein de temps à préparer tout ça, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc là, on avait créé une application où le malade sortait bilan diabète, boum. Le médecin cliquait sur un bouton, bilan diabète. Le patient recevait toute une série de choses à faire, les endroits où il pouvait prendre rendez-vous. Il s'occupait de prendre son rendez-vous et tout était digitalisé. Et on pouvait suivre le patient sur le long terme. On lui disait, à 3 mois, il faut faire ça, à 6 mois, il faut faire ça. Donc, il avait un agenda où il fallait les choses qu'il avait à faire dans les mois à venir. Et celle-là, le problème, c'est que ça a été un problème de code. Je dis, c'était une époque où on ne pouvait pas coder encore aussi facilement. Alors, je ne sais pas si on code aussi facilement. Oh, c'était il y a 8 ans, un truc comme ça, pareil, 8-10 ans, c'était en même temps que donc c'était avant. En même temps que Maëla. En même temps, ok. Et on pouvait coder facilement. Et là, on était allé sur un autre codeur, des gens de Valence. Et puis, le code n'était pas bon, il n'était pas bien fait. On ne savait pas, on ne sait pas coder, nous. Le code n'était pas bien fait. Il fallait, dès que vous voulez changer un truc, il fallait repayer, on repayait. Et c'était des coûts de 20 000, 30 000 à chaque fois. Donc, on a beaucoup dépensé d'argent. Puis à un moment, on les intéressait pas parce qu'ils étaient plus intéressés par les EHPAD. Cette boîte qui codait là était intéressée par les EHPAD. Donc nous, on était des petits, ils en avaient rien à foutre. Donc, et puis il y a eu le fameux bouquin Les Fossoyeurs là, qui a flingué les EHPAD dans laquelle ils étaient voilà. Donc là, on est redevenu intéressant, mais sauf que nous, on n'avait plus les sous pour continuer à développer. Le logiciel n'était pas très bon, il fallait réinvestir énormément. Donc du coup, on a essayé de voir si on pouvait pas utiliser le moteur de Maëla, qui était vraiment un gros truc. Et puis en fait, ça fonctionnait pas. Donc du coup, et là, elle est au tribunal là, actuellement. La société, elle fait partie des 70 000 qui voilà. Donc bien diversifié finalement, puisqu'on avait deux types de sociétés informatiques qui nous faisaient nos codes. Donc finalement, d'avoir diversifié, c'est pas mal, parce qu'il y en a une qui a bien marché, pas l'autre. Et puis là, pareil, ça vendait pas. Peut-être que l'outil n'était pas assez proche du praticien. Il aurait fallu que ça soit plus ludique. Je sais pas. Il aurait fallu peut-être plus étudier notre marché, nos personas, comme on dit dans les écoles de commerce. Il aurait fallu mieux étudier qui allait nous acheter ça, comment on allait le faire. Et voilà. Et ça, c'était pareil. Tu avais pris un CEO que tu as mis. Pareil, c'était un ingénieur INSA cette fois, quelqu'un brillant, très intelligent. Mais voilà, on n'a pas su peut-être l'accompagner, je ne sais pas. Après,
vous, de votre côté, vous êtes pas, enfin, vous pouvez pas être partout. C'est-à-dire que tu peux Non, pas je suis être dans ton d'accord. cabinet Oui, et le oui, soir aller faire mmh, les choses à la place de la personne. oui. Mais du coup, aujourd'hui, avec un peu de recul, comment tu choisirais ton CEO? Ah, je crois que j'ai pas la réponse encore, mais on peut comment je choisirais mon CEO? Je pense que, le feeling quand même, c'est très important. Bien sûr. On sent, mais je prendrais quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui, le, hem, tu vois, tu connais mon fils, j'en suis très fier. Il a jamais eu vraiment faim, mais je lui ai créé la faim. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il a jamais tout n'était été tout cuit pour lui et du coup, il a eu cette appétence pour créer quelque chose. Alors j'en suis très fier, hein, certes, mais parce que c'est finalement ce que tu laisses sur terre, c'est tes enfants, hein, c'est pas les boîtes que tu as créées, hein. Donc ils ont cherché, moi les 3 enfants que j'ai sont entrepreneurs, vont vers nouveau et ils se contentent pas d'avoir leur salaire et puis d'essayer d'augmenter un peu, puis finalement de chercher à avoir sa petite voiture, son machin, etc. Ils ont envie d'aller toujours plus loin. Alors, donc mon CEO, ça serait quelqu'un, je cherche quelqu'un, effectivement, si je prenais quelqu'un maintenant, ce serait quelqu'un qui a faim, qui a envie de créer, et c'est là-dessus surtout que je le testerai, qu'il ait envie de créer. Ça, c'est un bon CEO, c'est quelqu'un qui est endetté, qui a envie d'aller toujours plus loin, voilà. Pas quelqu'un qui est installé, qui dit ah ben moi, ce serait bien qu'on mette 1 000 € de plus ce mois-ci. Mmh. Ça serait bien que non, c'est vraiment le gars qui a cet OK. esprit d'entreprise. Mais c'est fou que tu dis ça parce que tu m'as sorti aucun trait technique, tu vois ce Non, que je veux dire non, ouais. dans le métier, mais c'est plutôt quelqu'un qui a faim. Un entrepreneur, oui. Un entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie. Alors, s'il connaît son métier, c'est encore mieux. Mais ça peut s'apprendre. La faim, Mais franchement, ça peut ouais. s'apprendre. Je pense Exactement. que la faim, c'est Ouais, difficile de la donner à quelqu'un ou de la prendre ouais. au-delà d'un certain... si tu n'as jamais eu faim, je pense que ça va être compliqué de te faire ressortir en fait ce truc-là, parce qu'effectivement, quand tu as faim, c'est que tu es prêt à tout, Ouais. tu fais tout, tu bosses le nombre d'heures nécessaires dans la journée pour apprendre, pour avancer, pour appeler tes clients, pour faire le support, etc. Donc oui, je pense que Mais tu as tellement raison, c'est ça. C'est ouais, l'entrepreneur, c'est ça. Lui, il ne dira pas ah non, mais moi à 20 h j'arrête ou à 17 h c'est j'arrête, ça. ou il faut que j'aille faire ma gym, ou il faut que j'aille faire mon aquaponie. Non, l'entrepreneur, il a un client qui va mal, boum, il y va tout de suite, il Bien laisse sûr. tomber le reste. Alors, ouais, tu peux y laisser. Tu peux y laisser ton mariage, tu peux y laisser des choses comme ça. Il faut vraiment un entrepreneur qui soit avec un conjoint qui soit compréhensif Mm. de ce que tu fais. Mais oui, parce qu'à aucun moment, tu réfléchis, c'est ton entreprise qui doit marcher. Voilà. Donc, c'est ça un entrepreneur pour moi. Ok. C'est pas. Qu'il ait la maîtrise du métier, c'est encore mieux. C'est sûr qu'un entrepreneur du BTP, c'est bien qu'il sache faire du béton, qu'il sache faire Bien sûr. voilà. Mais après, si il a une idée comment on fait le béton et puis il a la bonne personne qui va lui faire son béton, il sait quelqu'un qui sait poser du placo-plâtre et Mm. il a la bonne personne. S'il sait gérer le truc, ça fera un très bon entrepreneur. Mais il faut qu'il aille chercher le client. Mm. Chercher le client, c'est le client. Faut Ok. faire du chiffre. Et est-ce que tu as Et des le traits de résultat. personnalité aujourd'hui que tu cherches? Par exemple, je sais pas, quelque chose que tu vois, tu te dis, putain, lui ou elle, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. Bah, oui, souvent, ouais. En Mis fait, à part la fin, parce que c'est vrai que oui, la oui. fin, Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais tu as raison. La fin, c'est très c'est une réducteur. mentalité, Ouais, disons. c'est voilà. Les traits de caractère, ça va être quelqu'un qui est très ouvert, qui s'intéresse à plein de choses. Alors c'est vrai que des fois, je suis dans on parlait avant l'émission des dîners. Tu es dans un dîner. Moi, je m'interroge aux gens de ce qu'ils font, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les, au sens moteur du terme, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avancer. Donc, des fois, ma femme dit oh, mais qu'est-ce que tu lui poses toutes ces questions mais voilà, savoir comment il est, comment il fonctionne, etc. Est-ce que tu aimerais faire des choses? Est-ce que tu aimerais faire. Voilà. Et il y a des gens, effectivement, à qui je me dis
j'aimerais bien faire des choses. Toi, par exemple, toi, franchement, c'est Merci, quelqu'un c'est avec gentil. qui j'aurais bien aimé monter une boîte. J'aurais bien aimé monter une boîte avec mon fils aussi, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler ensemble. Mais voilà, tu vois, c'est c'est des gens qui sont ouverts aux autres, qui, toi, là, ce que tu fais, ce genre Ouverture d'émission, d'esprit. c'est génial, c'est un esprit, tu es ouvert aux autres, c'est ouvert aux autres et puis à l'environnement, voilà, savoir étudier, t'interroger sur... La curiosité, pour le coup. pardon, La ouais, être très curiosité. curieux, très curieux, voilà. Donc Et c'est ça, quoi un ça, ça c'est troisième? une qualité. On a ouverture, curiosité. Puis fin, non, la fin. Et là, ouais, c'est vrai. C'est important. Non, en fait, ouverture, curiosité, ouais, un entrepreneur, oui, c'est ça, oui, il faut qu'il soit ouvert, curiosité, et puis agile. Ok. Très agile, c'est-à-dire celui qui te dit ah ben non, je peux pas ce week-end. Non, il faut être agile. Ok. Ça, c'est très important. Et du coup, généralement, j'ai remarqué que tu as pris que des jeunes Ouais. pour bosser avec toi. Ouais, parce qu'on vieillit. Quand on vieillit, on a des raideurs qui se mettent en place. Quand on vieillit, les raideurs se déplacent et on a des rigidités. Alors, les vieux qui restent jeunes, je pense que c'est que des gens qui restent encore souples d'esprit, parce que le corps, je t'assure qu'il reste pas souple, mais qui restent encore souples d'esprit, et c'est ça. Et quand tu vieillis, je trouve que alors, tu as la sagesse, tu as l'expérience, mais les jeunes, ils ont peur de rien. Et T'as moins cette fougue, ce qui est peut-être. magique. Hein, T'as moins cette fougue. mais cette fougue, cette énergie, le cabinet, par exemple, je l'ai monté, c'est une vraie pyramide des âges. C'est-à-dire qu'il y a, moi qui ai 60 ans, il y en a deux qui ont 50 ans en dessous, que j'avais pris, qui étaient jeunes quand moi j'avais déjà 50 ans. Eux, ils étaient jeunes. On est toujours le vieux d'un autre. Hein, Bien sûr. et là, on a recruté quelqu'un qui a 40 ans, puis encore quelqu'un qui a 35 ans, tu vois. Et Ok. ça, c'est une fougue, c'est une énergie, mais tu t'imagines pas les jeunes. Donc, c'est ce que j'aime chez les jeunes, cette énergie, à condition qu'ils ne soient pas inhibés par... qui restent agiles, curieux, qu'ils aient envie de créer. Le jeune qui est vieux d'emblée, qui se dit non, mais moi, à 17h, j'arrête. Non, mais moi, le client, on verra lundi, on le rappellera. Et il y en a. Hein, Et il y en a, bien. Bien sûr. Eux, il faut qu'ils soient salariés, tranquilles. Bien sûr, exactement. Mais l'entrepreneur, voilà, jeune, ça c'est très bien. Vraiment, vous avez l'esprit ouvert, vous avez envie de créer, vous avez envie de... voilà. Donc, c'est Ok. pour ça que j'aime bien. Et c'est vrai que je pense on est en train de se façonner. Ouais. Et donc, du coup, on n'est pas arrivé au fait, à cette raideur-là où on va se dire peut-être, bon, bah, en fait, moi j'ai vu, c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Ouais. Faut se prendre... En chirurgie, tu vois, il y a un bon exemple, c'est... En chirurgie, tu opères un organe, d'accord? Tu y vas, tu fonces avec tes ciseaux, machin. Il y a le vieux qui te dit attention, là, il y a ça. Tu dis oh, il fait chier le vieux. Hop, tu continues. Et puis, boum, d'un seul coup, tu te prends un vaisseau. Ah, tu te dis oui, il avait peut-être raison. Ouais. Bon, tu sutures, je t'assure que dans cette région, tu y vas très prudemment la fois d'après. Mais tu t'es pris une inhibition. Tu vois? Et du coup, nous, en montant ces boîtes, on s'est pris des murs, des fois. Et à chaque fois, tu te prends une inhibition parce que tu te dis attention, on a fait ça. Donc il faut qu'on réexplore ailleurs. Donc la richesse qu'il peut y avoir entre un jeune et un expérimenté, les gens n'aiment pas quand je dis un vieux, c'est que le jeune, il va avoir cette énergie, il va dire on va essayer ça. L'idée, c'est d'arriver à vraiment interagir les deux, c'est-à-dire que quand tu dis non, attention, moi je l'ai fait une fois, je t'assure que je me suis pris le mur. Donc s'il arrive à t'écouter, il dit bon, ouais, d'accord, là il déploiera son énergie encore qui est très importante ailleurs. Donc voilà, on peut trouver des équilibres comme ça entre des anciens qui se sont pris des murs des fois, puis un jeune qui a. Par contre, il faut laisser les jeunes se développer, quoi. Il faut vraiment. Et il faut les laisser prendre des murs. Enfin, Ah, mais je exactement. parle pour Oui. moi. Ouais, pas qu'ils se tuent non plus. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir tester quand même Oui. à ma manière pour Ouais. voir du coup le résultat. Parce vraiment, que c'est trop simple ouais. que quelqu'un vienne te dise et te dise bah, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Ouais. Bah, je me dis quand même, bah, je vais peut-être essayer différemment pour Ouais. essayer. Bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et tu te dis, ah, merde, il avait raison, Ouais. j'ai perdu un peu de temps. Tu sais, c'est le livre Mais de au Depardieu. moins- Depardieu, et dans son livre, ça s'est pas fait comme ça. Il a un fils, et puis à un moment, le fils va mettre la main sur le poêle qui est brûlant, et lui, il allait le laisser faire. Et sa femme lui dit mais t'es complètement taré, laisse pas faire. Il dit bah si, il sera brûlé, il aura vu.
si on peut l'empêcher de se brûler, c'est pas plus mal quand même. Donc tu vois, Ah, mais c'est bon. tu sais que ça m'est arrivé De quoi on avec t'a mon laissé père. brûler? Ouais. Non. À chaque fois, je voulais, tu sais, les trucs qu'on avait à l'époque dans les voitures où tu Ouais. appuyais et puis bah, tu pouvais allumer ta cigarette avec. Oui, l'allume-cigare. Ouais. L'allume-cigare, Ouais. exactement. Et au fait, à chaque fois, je disais à mon père, mais je veux jouer avec ça, laisse-moi, truc, etc. Et à chaque fois, il me dit, tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Fais gaffe, tu vas te brûler. Fais gaffe, tu vas te brûler. Fais gaffe, tu vas te brûler. Et un jour, j'ai Voilà. attendu qu'il sorte pour acheter un truc Ouais. de l'extérieur. Je suis resté dans la voiture et du coup, j'ai appuyé. J'ai sorti le truc. Je l'ai retourné. J'étais petit, j'avais 5-6 ans. Tu t'es Et brûlé j'ai le dos. mis mon doigt. Tu l'as dit à ton père? Mais bien sûr, je suis sorti de la voiture, je suis parti en courant, en pleurant chez Ouais. lui. Lui dire, je me Ouais. suis brûlé. Il m'a dit, Je te l'ai ah, dit. t'es con, je te l'ai dit. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, il n'aurait pas laissé un truc qui était trop létal. Non plus, Oui, quoi. non, mais bien sûr, bien sûr. Ok. Et je n'ai pas envie de te demander qu'est-ce que tu tires de ces 20 ans d'entrepreneuriat, mais j'ai envie de te poser la question autrement. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui veut entreprendre aujourd'hui? Ah bah de se laisser faire, hein. Vas-y, fonce. Si tu as envie d'entreprendre, vas-y. C'est pas un chemin tout beau tout rose, hein. C'est sûr qu'on a tendance à dépeindre les entrepreneurs comme des mecs très riches, machin, etc. Au début, tu es pauvre pendant un moment, hein. Donc, mais faut y aller et surtout se désinhiber. Pas avoir peur de. Moi, j'ai souvent eu plein d'inhibitions. Je dis, ah, mais non, j'ose pas. Tu sais, as une éducation, tu Bien sûr. as été formé à l'université. Ah, ben non, fais pas comme ça. Hein. Non, au contraire, lâchez-vous. Faites les choses. Vous avez l'énergie, vous avez l'idée. Quand vous avez l'idée, par contre, pas s'enfermer dans une idée. Il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel. Si à un moment, tu vois que ça marche pas, nous, on l'a vu avec Maëla, ça marchait pas. Parce que ça n'avait pas pris la bonne piste, il faut se retirer très vite, puis tu passes à autre chose. Si tu rates une entreprise, c'est pas grave. Tu en remontes une autre, tu as un esprit d'entrepreneur, tu remonteras à autre chose. Mais lâche-toi, libère-toi, vas-y, jette le truc. Attention quand tu entraînes les copains, mais être sûr qu'ils soient bien OK, que tu es un aventureux, que tu peux peut-être les amener à la perte. Mais non, un jeune, je dis, allez-y, il faut des entrepreneurs. Il faut. On a trop d'employés, de fonctionnaires, de gens. On a besoin de créer de la richesse. La richesse, c'est pas en levant des impôts, hein, c'est en créant des entreprises. C'est elles qui vont créer qui vont créer la richesse et qui feront que on pourra continuer d'avoir un même système social. Qui est fantastique, mais comme on a. Mais il faut des entrepreneurs, il faut des entreprises. Libérez-vous, allez-y. Hein, au contraire, foncez. Hein. Okay. Ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, je trouve, si tu compares la chirurgie et l'entrepreneuriat, la chirurgie, tu sauves un homme à chaque fois, tu t'améliores une vie. Un entrepreneur, tu améliores un système, tu améliores des centaines de vies. Tu vois, l'anogastrique, ça a joué sur plein de patients. Ces trucs comme Maëla, ça sert à beaucoup de patients, tu vois. Donc, une entreprise, tu vas créer pour des centaines, des milliers de personnes, voire des millions, ça a monté un autre truc. Un chirurgien, tu es plus laborieux, tu es un petit artisan, tu fais à chaque fois. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai bien aimées. L'entreprise, vraiment, tu changes un système. La chirurgie, tu changes un homme. Ok. Et c'est une des raisons pour laquelle tu as fait ça, pour le coup? Les entreprises? Ouais, c'est parce que du coup, tu étais un peu enfermé dans ton modèle de... Ah oui, il fallait que je sorte du cadre, oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est une des raisons. Un trait de personnalité en plus. Voilà, ouais, exactement. Faut sortir. J'avais envie de sortir du cadre, pas être le chirurgien. C'est très bien, hein, c'est un métier fantastique, mais on a tendance à toujours refaire la même chose. Et puis, un chirurgien, il connaît bien les 5, 10 actes. Il fait très bien, grand maximum 10 actes, qui va faire très bien. Le chirurgien qui dit je fais tout, en général, c'est pas le bon, hein, parce que il y a forcément des endroits où il sera moins bon. Mais donc, tu es dans une espèce de routine à faire toujours la même chirurgie, expliquer les mêmes choses. Et puis, on a tendance à moins se remettre en question. Il y a beaucoup de confrères qui disent pourquoi tu fais ça? Oh, parce que j'ai toujours fait comme ça, on m'a appris comme ça, voilà. Donc, quand tu fais la même chose à 30 ans, quand tu as appris à 25 ans, quand tu as appris ce métier, tu fais la même chose à 60 ans, c'est pas bon. Entre-temps, ça a évolué, on voit les progrès. Donc, j'avais peur d'être dans cette routine. Là.
Ok. Et la routine, c'est la fin, quoi. Donc, Ok. Et du coup, ouais, est-ce que... parce que du coup, ça fait quand même 20 ans que tu es chirurgien, entrepreneur, 30 ans, pardon. Euh, mm. Comment tu vois l'évolution de la santé de demain, toi qui es vraiment en plein dedans et qui essaye de changer les La choses? santé. Parce que c'est ce que tu me disais juste avant. Aujourd'hui, on apprend à des médecins à faire quelque chose à 25 ans, à 70 ans, il fait toujours exactement la même chose et il n'a jamais pensé à faire autrement. Mm. Alors, il y a des évolutions, mais la santé, c'est un problème plus global, c'est-à-dire qu'on a dépossédé du pouvoir les médecins. C'est pas une course au pouvoir, mais le médecin, quand tu fais médecine, c'est que tu as envie de soigner des gens, tu as envie d'améliorer leur vie, de les sortir de cette maladie. Un médecin, c'est ça, c'est quelqu'un qui va soigner les gens, d'accord? Le système de santé, maintenant, il a été mis en place par des gens qui font des administrations, etc. Et c'est eux qui pilotent tout. Eux, quand ils sont allés à l'école, ils ne sont pas allés pour soigner des gens. Hein. Ils sont allés parce qu'ils ne savaient pas où aller. Ils sont allés, ils ont fait l'école de Rennes, des directeurs, ils ont fait des trucs. Donc, et ils se disent, il y a un système, donc tu as le système public avec des gens comme ça, des administratifs qui veulent des tableaux Excel, etc. Les médecins ont très peu de pouvoir. Tu as le système privé dans lequel je suis allé, qui était très bien parce qu'on était libre. Mais maintenant, le système privé, il appartient à des grands groupes financiers. Ouais. Et là, c'est presque pire parce que eux, pour le coup, il faut qu'ils ramènent 5% de dividendes chaque année. Et des cliniques, ça part en Australie. Hein. L'argent de la sécurité sociale part en dividendes en Australie. Donc, le système de santé, à mon avis, serait bien si on redonnait un peu aux médecins un peu de pouvoir pour décider comment faire évoluer les choses. Les cliniques, avant, appartenaient aux médecins. C'était bien, pas bien, je sais pas. Moi, je pense que c'était bien parce que ils orientaient la clinique en fonction du patient. Si on avait besoin de lits d'une telle façon, eh ils les achetaient et puis le malade était mieux et ça progressait. D'accord. Maintenant, si tu veux modifier, moi, je travaille pour un grand groupe. Il y a des techniques innovantes qu'on voulait mettre en place. Le groupe ne voulait pas. Il y avait la suture endoscopique de l'estomac. Le groupe Ramsay ne voulait pas que l'on fasse cette chirurgie. Donc, du coup, on prend du retard. Parce qu'ils ne savaient pas si ça allait être rentable, pas rentable, etc. Le robot, on a été une des dernières cliniques à s'équiper. On a enfin le robot, mais parce que le groupe Ramsay ne voulait pas mettre des sous, investir. Donc, ils n'ont pas ces grands groupes n'ont qu'une seule vision, qui est une vision financière, mais financière qui n'est même pas entrepreneuriale, c'est financière. Il faut que ça ramasse 5%, boum, et puis derrière, le reste, si une clinique ramasse plus, on essaie de voir différemment, mais on ne va pas avoir une vision à 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ça, ils n'ont pas cette vision. Donc la santé, il faudrait remettre un peu le médecin au centre de la stratégie médicale, de l'innovation, parce que c'est des gens qui veulent soigner, qui veulent soigner. C'est pas des gens qui veulent faire à tout prix ramasser de l'argent, être dans la finance. Donc voilà. Donc vision de la santé, peut-être plus écouter un peu plus. Regarde la pénurie de médecins qu'on a actuellement. Ça fait des années qu'on leur dit. On leur dit, mais c'est très bien votre numerus clausus, mais très, très, très prochainement, on va se retrouver coincé. On n'aura pas assez de médecins. Et là, on le voit, on n'a pas assez. Ouais. Donc, voilà, alors peut-être qu'il faut faire un mix des deux avec des médecins pour une vision du soin et puis des gens. Moi, j'ai travaillé avec un directeur qui avait été fantastique, qui maintenant est à Bordeaux. C'était Fabrice Ardouin. On s'était très bien entendu. C'est avec lui qu'on a mis en place l'ambulatoire dans la clinique. Et on était vraiment en phase. Lui, il avait une envie de soigner les gens, que ça aille mieux pour les gens. Et moi, j'avais envie d'innover. Et vraiment, on s'est bien entendu. De temps en temps, on s'est frictionné, mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu. En revanche, on a monté un système d'ambulatoire qui était puissant. Et c'est avec des gens comme ça qu'il faut arriver à travailler. Okay. Je ne sais pas si l'avenir, on aura ça. De toute façon, je pense que notre système de santé, on va le réformer parce qu'on va aller dans le mur, là. Mais est-ce que tu penses qu'il ne faut pas, parce que je trouve ça tellement paradoxal, que ce soit des fonds d'investissement qui détiennent des cliniques, c'est quand même fou, et en même temps, les entrepreneurs ne peuvent pas entreprendre pour améliorer certaines choses dans la santé, parce que du coup, ça veut dire que si c'est pas les médecins, si on laisse pas les médecins chirurgiens entreprendre, mais en fait, c'est pas des gens qui viennent de l'extérieur de ces métiers-là
qui vont s'autoproclamer connaisseurs de patients. Est-ce qu'il ne faut pas interdire, par exemple, à des fonds d'investissement de détenir des cliniques? Les cliniques, ça Ouais. peut être, comme tu disais, à des médecins. Ça serait bien. À ce moment-là, il faut aller voir. Donc, si tu veux, si on voulait, allez, on va délirer un peu. Si je voulais racheter une clinique, il y a des cliniques qui appartiennent encore à des médecins, c'est celles qui fonctionnent le mieux, hein. À Lyon, il y en a encore 2, elles fonctionnent très très bien. Il faut aller voir l'ARS, mais l'ARS, c'est souvent de connivence avec les directeurs d'hôpitaux, avec les directeurs de cliniques, etc. Et c'est des gens aux ARS qui, pareil, n'ont pas forcément d'esprit ou de vision entrepreneuriale. Donc, voilà. Donc, il faudrait aller les voir, qui vous donnent l'autorisation. Pareil, c'est les ARS qui vont décider si on peut ouvrir une clinique, qui vont autoriser les lits. On pourrait très bien dire, allez, on monte une clinique de médecins, mais il faut des autorisations de lits. Et ces autorisations de lits, c'est les ARS qui les décident. Et ils vont regarder sur Lyon et ils disent, non, mais il y a assez de lits, c'est bon. Même si ça appartient à des grands groupes financiers, ils s'en foutent, ça. Il y a assez de lits, on ne va pas en recréer une de plus. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de freins à l'entreprise, beaucoup de freins à l'innovation. Okay. Voilà. Beaucoup de freins à l'innovation, et je pense aussi que ça va impacter le patient. Ouais, oui, Parce ça que l'impacte déjà. il va plus rentrer dans un centre de soins, il va rentrer dans une entreprise Ouais. qui a besoin de faire des profits. Ouais. Donc je pense que Et l'entreprise communique comme ça. Elle dit, venez vous faire soigner chez Ramsay, venez vous faire soigner chez Vivalto, chez Elsan, venez vous faire soigner là où vous serez bien soigné. Non, en fait, ça reste quand même des médecins, au final, qui vont prendre en charge avec des différents niveaux de qualité. Donc, Ok. Et du coup, si tu étais ministre de la Santé, quelles seraient les 2-3 choses que tu ferais pendant ton premier mois? ministre de la Santé, déjà... Est-ce que tu vois des choses où tu te dis, mais c'est pas possible? Déjà, qu'on soit clair, je suis interdit de politique par ma femme. Donc, voilà. Mais, non, oui, ça, c'est clair que je reverrai vraiment l'organisation globale. Alors, je connais plus le fonctionnement des établissements hospitaliers. J'essaierai de faire un mix entre l'hôpital public, qui a des très belles choses, il y a des gens fantastiques à l'hôpital public, et le privé, de faire un mix là-dedans. Et il faut redonner ce pouvoir aux médecins pour du soin. Pour du soin, c'est tout. Arrêter d'avoir des tableurs Excel et tout. Alors, il en faut des tableurs Excel, moi je l'ai vu dans les entreprises, mais il ne faut pas que ça soit ça qui pilote. Il faut vraiment aller là-dessus. Il y a un mix, c'est pas normal qu'un chirurgien hospitalier gagne si peu, parce que tu sois chirurgien, que tu opères le jour, la nuit, ou que tu sois une spécialité médicale où tu arrives à 9h du matin et que tu pars à 17h, tu gagnes la même chose. C'est pas normal. Donc il faut remettre, effectivement, il faut que les médecins, les chirurgiens à l'hôpital soient payés beaucoup plus en fonction du travail qu'ils fournissent, que si le chirurgien qui opère qu'un seul malade gagne pas la même chose que celui qui en a opéré 10. Parce que celui qui en a opéré 10, ça fait gagner plus d'argent à l'hôpital que celui qui en a opéré un. Donc voilà. Donc ça, il faut libérer vraiment l'hôpital. Il y a des gens fantastiques dedans et il faut vraiment leur donner plus de liberté et puis reconnaître leur travail. Le libéral, effectivement, il faudrait que les médecins puissent reprendre le contrôle de leur clinique. Ça, c'est capital. On le voit, les cliniques qui sont contrôlées par des médecins fonctionnent mieux que les cliniques contrôlées par des grands groupes. Donc, je serai ministre de la Santé sur le secteur hospitalier, je ferai ça. Après, ministre de la Santé, ils ont tellement de choses à voir, parce que ça va du Covid, ça va de la transfusion sanguine, ça va de la transplantation, voilà. Remboursement, sécurité le sociale, remboursement, voilà, bien sûr. exactement. Donc, c'est tellement de choses. Mais j'essaierai de me reconcentrer sur demander aux médecins comment vous voyez. Donc remettre en fait les médecins au centre. Voilà, exactement. Parce que c'est eux qui soignent, voilà, plutôt que l'argent, effectivement. Ok. Écoute, on arrive à la fin. J'aime bien toujours finir le podcast avec une petite rubrique où je vais te donner des mots et tu vas me répondre en un mot pour ce que ça représente pour toi. C'est là qu'on va voir que je suis moins jeune, hein. C'est moins plastique. Hein. Tu vois, par exemple, si je sais pas, je te dis échec, tu peux me dire, je sais pas, tremplin, par exemple. Tu vois. Ambition.
Ambition. Juste, je te réponds avec un seul mot. Un seul mot, allez, peut-être deux, Ambition. trois si tu Ouais. veux. Ambition, elle doit rester éthique. Ok. Je pensais que tu allais me dire patient. Patient. Non, non, l'ambition, il faut que ça reste éthique, parce que l'ambition, pour l'ambition, t'écrases tout autour de toi. Alors que l'ambition, si tu crées pour des gens et tout, voilà. Donc l'ambition, elle doit être éthique. Oui. Ok. Richesse? Richesse, richesse, c'est ce que tu vas laisser, c'est tes enfants. Pour moi, c'est ça la richesse. Ok. Réussite? Réussite, c'est faire le plus de bien possible. C'est Dormesson qui le disait bien. Je prends le train, je vais essayer que ça se passe bien autour de moi. Et puis un jour, je descendrai du train, j'aurai rencontré des gens, j'espère avoir fait le plus de bien autour. Voilà. Ça, c'est une réussite. La réussite, elle n'est pas avec ce que tu pèses financièrement au final. Ok. La réussite, elle est ce que tu as créé, ce que tu as laissé, ce que tu as transmis. En fait, une vie, c'est apprendre, c'est maîtriser. Donc au début, tu apprends, tu écoutes un peu, après tu maîtrises, puis après c'est transmettre. Donc réussite, c'est quand vraiment tu arrives à transmettre ce que tu as maîtrisé. Voilà. Ok. Équilibre? Équilibre, ça, j'ai pas toujours su le trouver. Ah, c'est c'est pour ça que J'ai pas toujours su le trouver. J'espère que les gens que j'en côtoyais ou mes enfants m'en voudront pas, mais j'ai pas toujours trouvé l'équilibre. Mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire? C'est un sujet que j'aime. Est-ce que tu penses qu'un équilibre est nécessaire? Oui, en parce fait que si vraiment tu es trop déséquilibré, tu peux te cramer, tu peux cramer les autres autour de toi. Donc il faut arriver à trouver un équilibre. Moi, je commence à le trouver maintenant entre le travail, les interactions avec les gens. Physiquement, il est important d'avoir une activité physique régulière. Voilà, je commence juste à le trouver. Mais avant, quand j'étais sur un sujet, je fonçais dedans. Et peu importe s'il y avait de l'équilibre ou pas. L'équilibre, j'ai trouvé avec certaines maladies. Quand je me suis chopé des 2-3 épisodes graves, maladies dans ma vie, là, je me suis dit non, là, t'étais pas assez équilibré. Ok. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que tu penses que si tu cherchais l'équilibre avant, parce que ça veut dire Ouais. beaucoup de choses, est-ce que tu penses que tu aurais fait tout ça? Non, je suis pas sûr. Oui, tu as raison. Non, non, j'étais. Mais je pense qu'il y avait une certaine forme d'équilibre inné où je faisais parce que j'avais l'énergie, parce que je Bien pouvais sûr. arriver à faire tout ça. Donc il y avait une certaine équilibre, parce que l'équilibre, on voit l'équilibre entre la vie sentimentale, ça, les loisirs, le machin, etc. Moi, mes loisirs, c'était dans mon travail, ou alors le temps que je passais avec mes enfants, c'était ça. Mais C'est un voilà. loisir, enfin. Oui, oui, On te mais comprend, je pense que tu t'amusais beaucoup. oui, Donc, c'est un loisir, considéré comme un effectivement. loisir. Voilà. Et, mais l'équilibre, je suis pas sûr d'avoir toujours trouvé, donc je serais pas un expert là. Ok. Ouais, je pense qu'il n'y a jamais aucun entrepreneur qui m'a répondu moi j'ai un équilibre. Ouais. J'ai l'impression que c'est impossible parce que un équilibre, ça veut dire qu'il faut potentiellement faire un peu de tout et pas beaucoup de tout. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, un entrepreneur ne peut pas être balancé. En fait, ta balance, elle est toujours vers quelque chose. Parce que tu as toujours un projet en tête, tu as toujours une nouvelle chose que tu as envie de développer, tu as toujours une nouvelle activité que tu veux faire, ou tu veux créer une nouvelle société, etc. Et du coup, bah, en fait, tu te prends dans un tunnel où quand même, bien sûr, tu peux toujours avoir comment dire, ta base. C'est-à-dire, bah, toi, tu avais ta famille, donc je le disais, bah, en fait, tu as quand même passé du temps avec ta famille, malgré le fait que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Mais ça fait partie aussi de ton équilibre. Oui, Tu vois, enfin, pour moi, tu vois. mais le chirurgien n'a pas forcément d'équilibre. C'est-à-dire que il opère quelqu'un, on le rappelle parce qu'on lui dit que son malade va mal, il peut être au concert, il peut être en train de manger avec la famille, il part, Ouais, il bien y va. Donc ça, là, il n'y a pas d'équilibre. Et c'est vrai que c'est des métiers où tu peux pas avoir, comme entrepreneur, tu peux pas avoir d'équilibre comme on l'entend, effectivement. Faire un petit peu de jogging le matin, une alimentation saine, etc. C'est pas toujours équilibré. Sachant que toi, tu faisais entrepreneur. Et Oui. J'ai eu cette chance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bon, de rencontrer encore des gens comme toi.
parce que je t'en Très remercie. gentil, merci C'était une beaucoup. belle expérience. Oui, de rencontrer encore beaucoup de gens qui sont inspirants, qui donnent envie de continuer. Là, la santé, on va dire ça un peu. Je viens de finir juste hier un traitement d'1 an Ouais. d'une maladie. Ok. Donc, que ça continue comme ça, de vouloir créer des nouvelles choses, et puis d'être bien avec mes enfants, ma femme, voilà. Donc, non, non, franchement, je suis bien, je suis heureux. Ok. Ouais. Bah écoute, génial. J'espère que tu vas continuer à t'amuser et que tu vas surtout prendre soin de toi. Merci Yacine, oui, je vais le faire. Et merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Merci à toi.